Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Comme à l'habitude, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux et ensemble, on va mettre la table pour le premier tour des éliminatoires de la NFL, la ronde Wildcard qui va commencer samedi en fin de journée. Et on va parler également des actualités du côté de la NFL. Il y a notamment mardi, on a appris que John Harbaugh, l'entraîneur-chef, l'ancien entraîneur-chef, oui, des Ravens de Baltimore, il a été congédié. Donc, je vais parler de tout ça en compagnie de Marc-André et on va répondre également à vos nombreuses questions que vous nous avez envoyées via nos réseaux sociaux. Alors, on va pas perdre de temps. On commence l'épisode à l'instant. Guillaume, par la musique. Marc-André, c'est tout un Black Monday qu'on a eu. On a fait notre épisode également. On l'a enregistré lundi. Mais là, mardi, il y a eu... c'est pas une surprise. Peut-être le timing, étant donné que ça a été annoncé mardi. Mais ouais, on en avait parlé durant l'épisode. Ouais, j'avais vu juste. Orméjus a vu juste, ouais. Genre, jeu de mots facile. Mais en fait, ça aurait dû être ça, peut-être, le nom du podcast. Orméjus voit juste. Mais ouais, John Harbaugh, congédié après 18 saisons à Baltimore, Marc-André. Ouais, je pense que c'est ça. Tu sais, comme on avait parlé, on était dû pour un changement. Puis je sais pas si tu as vu qu'est-ce qui est sorti depuis son congédiement. Mais après 18 saisons, le message ne passait plus, pas juste auprès des joueurs, mais on dit même que certains de ses adjoints également, c'est ça, là, ils étaient fatigués, entre guillemets, de travailler avec le John Harbaugh. Bref, on était dû pour un changement à Baltimore, et c'est ce que l'organisation, le propriétaire, a décidé de faire finalement. Donc, après 18 saisons, John Harbaugh qui n'est plus à la barre des Ravens de Baltimore, mais il semble qu'il va être en demande, qu'il est déjà en demande depuis son congédiement. On a lu là, un peu partout, ça sort là, sur les réseaux sociaux. On dit qu'il y a déjà 7 équipes qui ont appelé, dont même des équipes qui ont des entraîneurs-chefs actuellement. Donc vraiment, John Harbaugh là, il va être un homme en demande. Il va trouver une job, Didier, là, demain matin, s'il le souhaite, selon moi. Mais c'est ça. Je pense que c'était l'accumulation d'erreurs au fil des années parce qu'à ses 5 premières saisons à la barre des Ravens, Didier, John Harbaugh a eu 9 victoires en éliminatoire et depuis 12 ans, lors des 12 dernières années, 4 victoires seulement. Puis je pense que c'est l'accumulation d'erreurs stratégiques. C'est peut-être pas toutes de sa faute, ces erreurs-là, mais d'utilisation douteuse des porteurs de ballon, de stratégie, d'adaptation aussi d'un plan de match en cours de match. Je pense que l'accumulation a fait que, justement, on entend souvent ça dans le monde du sport, on a besoin d'une nouvelle voie là, à Baltimore. Ouais, il n'y a pas juste une raison, là. Tu sais, tu viens d'en donner quelques-unes. Apparemment, on voulait imposer à John Harbaugh de congédier son coordinateur à l'attaque, Todd Monken, et Harbaugh ne voulait pas le faire. Apparemment, ça aurait été une des raisons de son congédiement, de la fin de son association avec les Ravens de Baltimore. Mais son coordinateur de la défense, Zach Orr, moi je trouvais ça bizarre parce que mardi matin, c'est là, cette nouvelle-là avait sorti, cette rumeur-là plutôt, que les Ravens souhaitaient que Harbaugh congédie Todd Monken, le coordinateur à l'attaque. Puis moi, je trouvais ça bizarre. Parce que oui, Monken, il a commis des bévues. On en a parlé, le fait qu'on, inexplicablement, lors de rencontres au 4e quart, on ne courait pas avec Derrick Henry, on ne l'utilisait pas. Mais l'attaque en général fonctionnait bien. Écoute, Lamar Jackson a remporté le titre de joueur par excellence à la NFL il y a 2 ans. L'attaque des Ravens en 2024 était une des meilleures de la NFL. Mais c'est défensivement, là, depuis que Zach Orr est le coordonnateur de la défense, depuis le départ de Mike McDonald, on a beaucoup d'ennuis. Alors, s'il y avait un changement à faire du côté du groupe d'entraîneurs des Ravens, moi, je crois vraiment que c'est Zach Orr qui aurait pu écoper. On va passer à une ère nouvelle. Mais tu sais quoi, Marc-André? Je sais pas si tu te souviens, ça fait longtemps, là, je remontais à loin. Andy Reid, un partisan des Eagles de Philadelphie. Tu sais, la fin d'Andy Reid à Philadelphie, il n'avait pas participé aux éliminatoires. On était juste dû pour un changement à Philadelphie à ce moment-là, parce que ça faisait très longtemps qu'Andy Reid était à la barre des Eagles. Je pense que c'est une situation similaire. Puis en plus, Andy Reid avait été le mentor de John Harbaugh, parce que John Harbaugh, avant d'être entraîneur-chef des Ravens de Baltimore, était l'entraîneur des unités spéciales des Eagles de Philadelphie. Ça me fait penser à une situation similaire. Tu sais, Andy Reid, c'est pas qu'il était rendu un mauvais entraîneur-chef.
on était juste rendu là. Tu sais, on avait besoin d'une nouvelle voie à Philadelphie. Puis je pense que c'est le cas à Baltimore. John Harbaugh était le deuxième en longévité, là, en ancienneté dans la NFL. Mike Tomlin a été embauché par les Steelers en 2007 et après ça, c'était John Harbaugh en 2008. Et on en a parlé un peu lors du dernier podcast. Didier, c'était 26 avances de 10 points ou plus perdus depuis 2008, John Ouais, Harbaugh. C'est aussi ça. c'est Là, spectaculaire. 26, c'est beaucoup, là. Énorme. C'est énorme. Non, non, c'est vraiment beaucoup. Puis c'est ça, tu sais, on en a parlé lors du dernier épisode. On perdait constamment, pas constamment, mais régulièrement de la même façon. Et il y a eu plusieurs erreurs de coaching qui ont mené à ces écroulements-là au quatrième quart. Tu sais, tu sais, puis des décisions inexplicables. Tu sais, on a parlé du fait qu'on remettait pas le ballon à Derrick Henry au quatrième quart là, de match important. Lors de la défaite à Buffalo, lors des éliminatoires l'année dernière aussi, il y a eu des moments durant cette rencontre-là où Henry touchait pas au ballon, je comprenais pas ça. Le fameux match de championnat de l'AFC contre les Chiefs de Kansas City, Où tu lorsqu'on étais. menait la NFL au chapitre des verges au sol, ouais, j'étais là, j'avais assisté à la rencontre. On avait couru seulement 6 fois avec nos porteurs de ballon. Tu sais, les revirements qui revenaient constamment lors de ces matchs clés-là. Puis, je sais que Lamar Jackson n'a pas performé pendant plusieurs de ces matchs importants en éliminatoire, mais les erreurs de coaching qui revenaient à toutes les fois, puis même ça a été le cas lors de la défaite contre les Steelers de Pittsburgh. Tu sais, oui, on a raté le botté de précision à la fin qui aurait pu permettre aux Ravens de participer aux éliminatoires, mais il nous restait quoi, 2 temps d'arrêt. On s'est contenté d'un botté de 44 verges alors qu'on aurait pu réduire la distance du botté. Puis non, John Harbaugh, lui, il semblait satisfait en tentant un botté de précision sur 44 verges. Bref, ce sont toutes ces erreurs-là de coaching qui sont venues le rattraper. Mais pour ce qui est de l'avenir, bon, on a parlé des équipes qui ont des entraîneurs-chefs peut-être qui seraient intéressés à John Harbaugh. J'ai vu une rumeur qui circule À peut-être les Miami. Dolphins de Miami. Là. Ouais. C'est ça, ils sont en train de dire peut-être qu'on devrait congédier Oh, Mike Mike McDaniels. McDaniel, Mais j'espère qu'il lit il pas les pensait qu'il était journaux ou les correct, réseaux là. sociaux. Oui, c'est ça. Ouais, ça, il pensait qu'il était correct, qu'il avait sauvé son poste, parce que d'après ce que j'ai lu, d'après ce qui est rapporté, Mike McDaniels, il travaille avec le propriétaire afin de trouver un DG, étant donné que les Dolphins avaient congédié Chris Greer au cours de la saison. Mais là, peut-être les choses vont changer, là, étant donné qu'Harbaugh est sur le marché. Mais il y a les Browns de Cleveland qui ont congédié Kevin Stefanski. On va garder un œil sur les Browns. Je ne sais pas si lui veut s'associer, s'embarquer là-dedans. Là. Moi, personnellement, si je suis John Harbaugh, je me tiendrais loin des Browns de Cleveland. Pourquoi je te parle des Browns? C'est que John Harbaugh est natif de l'État de l'Ohio. Il est natif de Toledo, où est-ce que je suis allé à l'université. Alors, peut-être que il pourrait faire un retour à la maison, parce qu'il y a plusieurs membres de sa famille qui sont toujours dans la région, dans le nord-ouest de l'Ohio, à Toledo. Alors peut-être que lui, il pourrait essayer de redresser la barque des Browns de Cleveland. En tout cas, si je suis lui, je choisis une autre destination. Mais ça va être à suivre là, au cours des prochaines semaines où John Harbaugh va aboutir. Pourquoi pas les Raiders, Didier, dans la division de Frérot? Ça serait bon, ça aussi, pour les codes d'écoute. Ouais, ça serait bon. On aurait un Harbaugh Bowl 2 fois par année. Mais pour Exact. lui, les Raiders, c'est une autre organisation. Moi, personnellement, j'essaierais de me tenir loin le plus possible. Bref, en tout cas, on verra bien. Mais ouais, pour Et la télé, ça serait intéressant de voir les deux frères Harbaugh qui s'affrontent 2 fois par année. puis, pour Baltimore, maintenant, il y a des rumeurs qui enverraient peut-être déjà Brian Flores là, serait un candidat de choix pour remplacer Harbaugh. Ça rentre dans la Ah oui? philosophie des Ravens. Je trouve que c'est quand même un bon candidat. Ça rentre dans la philosophie des Ravens, un entraîneur axé sur la défense. J'aime ça. Mais évidemment, là, ce sont que des rumeurs à ce temps-ci de l'année. Donc, ça sera à suivre John Harbaugh, où ce qu'il va aboutir. Est-ce qu'on passe maintenant, Didier, à l'analyse des 6 matchs du premier tour éliminatoire qui sera disputé en fin de semaine? J'ai quelques petites notes générales avant de commencer sur justement le premier tour éliminatoire. Juste mentionner que les équipes qui ont terminé au 7e rang, qui sont classées 7e depuis 2020, donc depuis l'instauration du format Mhm. actuel éliminatoire, ils ont une fiche de 1-9. 9 défaites d'ailleurs par plus de 13 points en moyenne. La seule victoire, tiens, c'est les Packers qui l'avaient obtenue. Depuis 2021, l'équipe visiteuse au premier tour éliminatoire, dont la ronde wildcard, fiche de 5-19. L'équipe visiteur, l'équipe qui est sur la route. Ça, c'est quand même intéressant. Et les Cards qui ont effectué leur premier départ éliminatoire au premier tour dans la fameuse ronde
wildcard, une fiche depuis 2002, attache ta tuque, 18-43. Et cette année, on va avoir 3 quarts qui vont effectuer leur premier départ éliminatoire au premier tour. Bryce Young, Drake May, Caleb Williams. Donc, quand même, 18-43. C'est pas beaucoup, là. Non, je sais, écoute, c'est le début d'une ère nouvelle, là, tu sais. Pas de pas de Patrick Mahomes en éliminatoire, pas de Lamar Jackson, donc il y a des nouveaux visages au poste de quart. Mais qu'est-ce que tu viens de dire à propos de la 7e tête de série? Pour moi, ça confirme, tu sais, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, tu sais, j'en avais parlé lors du dernier épisode. Tu sais, c'était pas nécessaire d'ajouter une 7e équipe en éliminatoire. Tu sais, le format avec 6 équipes, c'était suffisant. On fait ça pour générer des revenus. Je comprends la raison pour laquelle on fait ça, mais ça confirme que c'était pas nécessaire. Mais écoute ça, Marc-André, 5 des 14 équipes qui participent aux éliminatoires présentement n'ont jamais gagné le Super Bowl. Alors, il s'agit des Bills. On connaît l'historique des Bills en éliminatoire. Est-ce que ça va changer cette année? On verra bien. Les Panthers, les Jaguars, les Texans et les Chargers. D'ailleurs, les Texans et les Jaguars n'ont jamais participé au Super Bowl. Donc, c'est ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'on va avoir une de ces équipes-là qui va participer au Super Bowl pour la toute première fois de son histoire, là? En fait, regarde, je me suis trompé en disant ça. Là. Ça n'a pas de sens, qu'est-ce que je vais te dire. Ça des 14 équipes qui participent aux éliminatoires, oui, n'ont jamais gagné le Super Bowl, tout simplement. Les Texans et les Jaguars, eux, n'ont jamais participé au Super Bowl. Alors voilà. Bon. Ça fait du sens, ça, je l'ai dit correctement. Si les gens qui écoutent le podcast veulent réécouter ce segment-là à l'envers, d'après moi, on va avoir la bonne réponse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh boy. Fait que, OK. J'ai pas bu assez de café, je pense, ce matin. Ouais. On va enchaîner avec les matchs. Exactement, on va sauter dans l'action, alors que le premier match, ce sera samedi à 16h30, alors que les Rams, qui ont terminé au 5e rang, vont affronter les Panthers, qui ont terminé au 4e rang, qui ont remporté évidemment le titre dans l'Association nationale dans la division Sud. Les Rams, favoris par 10,5 au preneur au livre sur la route. On ne prend donc pas au sérieux les Panthers, Didier, mais est-ce qu'on fait bien de ne pas les prendre au sérieux? Parce que sur papier, les Rams ont marqué le plus de points dans la NFL cette année, ont terminé au 6e rang pour les sacs. Matthew Stafford mène la NFL cette année pour les verges par la passe, tandis que du côté des Panthers, on a un différentiel de moins 69. C'est la 4e pire équipe en éliminatoire en termes de différentiel depuis la fusion entre l'AFL et la NFL, donc en 1970. Ouais, parlant de 1970, les Rams, tu as parlé des quarts de points, là. Le fait que les Rams sont favoris par 10 points et demi, ça, c'est le plus grand favori sur la route en match éliminatoire depuis 1970. C'est le plus grand écart de points. Alors, ça, j'ai bien hâte de voir ça. Est-ce que les Rams vont être en mesure de combler cet écart-là gagné par plus de 10 points et demi? Bref, on verra ça, mais ça va être la 12e fois qu'on s'affronte, hein? Les deux équipes avaient croisé le fer lors de la 13e semaine d'activité et Matthew Stafford avait été victime de 3 revirements. Là. Puis ça avait mené directement à la victoire des Panthers à Caroline. Stafford avait notamment été victime d'une interception dans la zone début. Il y avait un échappé dont il avait été victime qui avait mené par la suite un touché des Panthers. Bref, les Rams en doivent une à la Caroline, puis le match va bien sûr avoir lieu en Caroline en plus, étant donné que les Panthers de peine et de misère ont réussi à terminer au premier rang de la section sud de la NFC. Puis écoute, dans ce match-là aussi, on se souvient, Bryce Young avait orchestré une remontée en deuxième demi, mais avait réussi là, des touchés sur des 4e essais. Ça n'arrive pas souvent. C'est vraiment un genre de match, un match un peu inattendu de la part de Bryce Young. Tout fonctionnait pour les Panthers en deuxième demi. J'ai hâte de voir parce que si les Panthers espèrent l'emporter, Didier, je pense que ça va se passer au sol. Ça passe par Rico Dowdle, par Chuba Hubbard, parce que les Rams, on accorde en moyenne 4,6 verges par course en saison régulière cette année. Donc, côté des Panthers, on doit absolument ralentir le tempo du match. On doit absolument ralentir la puissante attaque des Rams. Donc, ça va prendre du jeu au sol soutenu. Puis on va aller aussi loin. Le match va être aussi serré que Rico Dowdle ou Chuba Hubbard vont connaître du succès. Je pense que c'est ça la clé pour les Panthers. Mais le problème, c'est que justement, les Rams le savent aussi. On va tout faire pour essayer pour tenter d'arrêter les deux porteurs de ballon. Mais pour les Panthers, c'est vraiment ça la clé. Ça va passer par un jeu au sol
soutenu tout au long du match afin de ralentir le tempo, le rythme de la rencontre. Bryce Young va devoir compléter des passes dans les zones profondes, Marc-André. Parce qu'il y a eu trop de matchs. Okay? Premièrement, Bryce Young, il y a eu 12 matchs cette année au cours desquels il a passé pour moins de 200 verges. Mais si, dès le début de la rencontre, là, je parle, il doit tenter des passes dans les zones profondes. Parce que s'il est en mesure d'en compléter une, là, OK, imagine-toi, là, au premier quart, tu complètes une bombe d'une 50aine de verges à McMillan. Ça va donner de l'espace pour le jeu au sol. Parce que moi, je suis d'accord avec toi. Si les Panthers veulent causer une surprise, l'attaque au sol va devoir fonctionner, puis on risque d'avoir une opportunité contre les Rams. Parce que l'unité défensive des Rams, elle a vraiment pas bien terminé la saison, Marc-André. Face aux Seahawks, il y a quelques semaines, on a accordé 171 verges au sol, moins de 6,8 verges par course. Contre les Falcons, il y a 2 semaines, souviens-toi, Bijan Robinson nous avait donné tout un spectacle. Ouais, 219 verges, 6,6 verges par course. Même la semaine dernière, lors du dernier match de la saison régulière contre les Cardinals d'Arizona, les Cards ont quand même maintenu une moyenne de 5,3 verges par course. La ligne défensive des Rams, Marc-André, doit se réveiller. Elle doit retrouver sa forme parce que là, la défense contre la course des Rams, depuis quelques semaines, elle me fait penser à la défense contre la course des Rams qu'on avait vu l'année dernière, puis qui avait accordé 2 fois 200 verges au sol à Saquon Barkley, dont lors du match éliminatoire à Philadelphie. Alors, les Jared Verse, Young, Turner, on doit se mettre en marche. Le front de la défense des Rams est trop talentueux pour se faire piétiner, comme ça a été le cas là, depuis un mois et demi. Je viens de ma stat que je vous ai dit en début d'analyse là, sur les Panthers, 4e pire différentiel depuis 1970 parmi les équipes en éliminatoire. Mais les 3 autres, c'était les Seahawks en 2010, moins 97, les Broncos en 2011, moins 81, et les Rams en 2004, moins 73. C'est quoi le dénominateur commun entre ces 4 formations, Didier? Des fiches perdantes? Et malgré tout, on a participé aux éliminatoires? Est-ce que c'est ça, non? C'est qu'ils ont remporté leur premier match éliminatoire cette année-là. Ah. Ils ont obtenu des victoires. Les Seahawks, je me souviens des Seahawks de 2010, ouais. Ça, je m'en souviens avec Marshawn Lynch, ouais. Que je vais prendre les Panthers pour l'emporter? Non, je suis pas assez fou quand même. C'est ça? Non, je pense que les Rams, je pense qu'on a une meilleure attaque, on a une meilleure équipe, on est bien huilé. Matthew Stafford connaît une saison exceptionnelle. On a Puka Nacua, le retour de Davante Adams. On est armé là, du côté des Rams pour faire un bout de chemin en éliminatoire. Je ne sais pas si on fait des prédictions, on s'en était pas parlé, mais moi, je vais prendre les Rams pour l'emporter dans ce match-là. Oh ouais, c'est sûr qu'on fait des prédictions, c'est certain. Okay. Écoute, tu prends les Rams, moi aussi je vais prendre les Rams afin d'accéder au 2e tour éliminatoire. Écoute, là, Sean McVay, il a pris les choses en main. OK, il n'a pas reposé ses joueurs lors de la 18e et dernière semaine d'activité parce que les Rams avaient perdu leurs 2 derniers matchs. On a eu un lent début de match contre les Cardinals d'Arizona. Là, finalement, l'attaque a été en mesure de se mettre en marche en 2e demi afin de générer du momentum pour accéder aux éliminatoires. Je suis certain que les Rams ont toujours leur défaite qu'ils ont subie à Charlotte en saison régulière sur le cœur. Puis je crois juste pas que du côté des Panthers à Caroline, on peut générer assez d'attaques. C'est pour rivaliser avec les Rams. Si les Rams protègent le ballon, c'est ça qui leur a coûté le match. Tu as parlé du fait qu'on avait parié au 4e, lors des 4e essais du côté des Panthers à Caroline. Ça aussi, ça a été un facteur lorsqu'ils ont défait les Rams en saison régulière. Mais de parier sur les 4e essais, de croire qu'on va être en mesure de les convertir avec succès régulièrement, ça, c'est pas quelque chose qui est viable. Les Rams sont la meilleure équipe. Je pense qu'on s'entend là-dessus, là, tout le monde qui nous regarde ou qui nous écoute. Alors, si on peut éviter les revirements, il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'on devrait être en mesure de l'emporter contre les Panthers à Caroline. Alors, moi aussi, je choisis les Rams. Mais, encore une fois, c'est un match éliminatoire. Tout peut arriver. Un retour de beauté, un échappé. C'est juste ça que ça prend. Alors, faut pas sous-estimer les Panthers à Caroline, malgré le fait qu'ils se présentent à l'éliminatoire avec une fiche perdante, parce que l'exemple que je donne toujours, ce sont les Seahawks de 2010. On vient d'en parler avec Marshawn Lynch, qui avait été en mesure de surprendre les champions en titre du Super Bowl cette année-là, les Saints à Nouvelle-Orléans, malgré le fait qu'ils avaient accédé, les Seahawks, aux éliminatoires avec une fiche perdante. On verra si l'histoire va se répéter. Est-ce que les Panthers, avec leur fiche perdante, seront en mesure de causer une surprise? Personnellement, je crois pas. Alors, les Rams
devrait accéder au deuxième tour éliminatoire. Écoute, Marc-André, la saison de Fantasy Football est terminée, mais il y a des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui jouent au Daily Fantasy en éliminatoire. Quel est ton joueur là, que tu crois là, qui va prendre part à cette rencontre, qui devrait connaître un bon match en attaque, qui devrait être productif en termes de Fantasy Football? Des sites comme FanDuel, comme DraftKings, là, des formations que vous pouvez faire pour les matchs du week-end, pour ne pas nommer les sites. Écoutez, on a parlé des porteurs de ballon, Rico Dowdle, entre autres, Chuba Hubbard. Je pense qu'ils ne coûteront pas cher là, sur ces sites-là. Ça peut être une bonne option dans votre formation. Mais je veux vous parler de Davante Adams. Il va effectuer un retour au jeu. 14 touchés en autant de matchs en saison régulière. Je pense que l'attaque aérienne des Rams va bien fonctionner dans ce match-là. Et lors du premier duel entre les deux équipes, Davante Adams avait obtenu 2 touchés de réception. Je pense qu'il pourrait connaître, là, c'est un poison cette année à la porte des buts dans la zone payante. Je pense que ça pourrait être encore le cas en fin de semaine. En espérant que son ischio-jambier tienne le coup. On le sait, là, les ischio-jambiers. On en a parlé tout l'été, pendant l'automne, avec Davis Alexander. Alors ça va être quelque chose à surveiller s'il sera en mesure de bien performer là, à la suite de sa blessure. Mais dans ce format-là, évidemment, si vous avez assez de sous pour vous payer Puka Nacua, qui va être le receveur le plus dispendieux dans ces formats-là, évidemment, vous mettez Puka Nacua. Mais si je vais vous donner des options un peu plus discrètes, un peu plus obscures pour tenter justement des options plus à rabais pour tenter là, peut-être de pouvoir, mais évidemment, si vous pouvez payer des joueurs chers, faites-le, évidemment. Les Packers, qui sont terminés au 7e rang, qui sont la tête de série numéro 7, vont affronter les Bears, qui sont 2e. Green Bay, favori par 1,5 à l'étranger, au preneur au livre. Ça, c'est intéressant. Les Packers, Didier, n'ont pas gagné. Surprenant, même. Ouais. Les Packers n'ont pas gagné depuis qu'ils ont battu les Bears lors de la semaine numéro 14. Et en revanche, les Bears n'ont pas gagné depuis qu'ils ont battu les Packers lors de la semaine numéro 13. Donc, il y a clairement une séquence qui va se terminer là, entre ces deux formations. Ouais, les Packers ont perdu leurs 4 derniers matchs. Les Bears, eux, ont terminé la saison régulière avec 2 défaites consécutives. Écoute, on s'est affronté lors de la 14e semaine d'activité. Les Packers avaient gagné 28-21. 2 semaines plus tard, comme tu viens de le dire, les Bears, eux, ils avaient gagné 23-16. Mais Jordan Love était absent. C'est Malik Willis qui était au poste de carrière. Moi, qu'est-ce que je vais surveiller en priorité? Ça va être la performance de Jordan Love. Jordan Love, lorsque les Packers ont vaincu les Bears, il avait complété 3 passes de toucher, il avait complété 2 passes de plus de 40 verges. La combinaison Jordan Love et Christian Watson, elle est en mesure d'être tellement explosive. Alors moi, c'est ça que je vais surveiller, parce que la défense des Bears, Marc-André, tout au long de la saison, je l'ai répété, elle est secrètement mauvaise. Puis on est rendu en éliminatoire, et je le répète encore une fois, pour les gens peut-être qui n'ont pas écouté le podcast durant la saison régulière, j'ai des chiffres pour toi, Marc-André, OK, là? Des chiffres à l'appui de qu'est-ce que j'ai dit pendant toute la saison. Tout d'abord, les Bears ont terminé au premier rang de la NFL pour les revirements. On a provoqué 33 revirements. Chapeau, ça c'est vraiment très bien du côté de Chicago. Mais ça fausse les données, ça. Chicago a accordé en moyenne 361,8 verges par rencontre. Marc-André, ça c'est de loin la pire équipe qui participe aux éliminatoires. Il y a seulement 3 équipes dans toute la NFL qui ont accordé en moyenne plus de verges par rencontre que les Bears. Imagine-toi, on a accordé en moyenne 24,4 points par match du côté de la défense des Bears. Ça, là, c'est la pire moyenne de points accordés de toutes les formations qui participent aux éliminatoires. Alors, encore une fois, ce sont les revirements qu'on est en mesure de provoquer qui aident les Bears énormément du côté de la défense. Parce que, comme je l'ai dit, lors de la 14e semaine d'activité contre les Packers, oui, on a accordé 2 passes de plus de 40 verges, mais pour la saison, Marc-André, on a accordé 7,6 verges par passe complétée. Ça, encore une fois, c'est au dernier rang de toutes les équipes qui participent aux éliminatoires. Même les Jets ont été mieux, ils ont accordé seulement 7,5 verges par passe complétée. Alors, cette défense-là des Bears, elle pourrait leur coûter la rencontre si on n'est pas en mesure de provoquer des revirements. Moi, j'ai hâte de voir
comment va se comporter le jeu au sol des Bears. En fait, la défense des Packers contre le jeu au sol des Bears, parce que Mm. depuis que Micah Parsons n'est plus de la formation des Packers, on accorde en moyenne 198 verges au sol, les Packers, Didier. Et en revanche, lorsqu'on a un jeu au sol, lorsqu'on établit le jeu au sol du côté des Bears, lorsqu'on récolte au moins 140 verges dans un match du côté des Bears, on est 8-0 comparativement à 3-6 lorsqu'on récolte moins de 140 verges. Ce sera donc important pour l'attaque de Ben Johnson d'établir un jeu au sol tôt dans la rencontre. Je pense que le duo formé de DeAndre Swift et de Kyle Monangai devra connaître un fort match si les Bears espèrent l'emporter. J'ai envie de te relancer, Didier, là-dessus sur l'expérience aussi à la position d'entraîneur-chef. Matt Lafleur, un entraîneur-chef quand même expérimenté, qui a des matchs éliminatoires derrière la cravate, face à Ben Johnson qui en est à une première expérience. Qu'est-ce que tu Mm. penses? Est-ce que tu penses que ça peut venir jouer là, en défaveur des Bears, cette confrontation-là? Mais Matt Lafleur, j'étais en train de penser, tu sais, cette année, il y a eu des moments au quatrième quart où est-ce que la gestion justement du chronomètre par Ben Johnson, et ça a laissé à désirer. Mais Matt Lafleur, traditionnellement, lui aussi, tu sais, c'est pas nécessairement une de ses forces. Oui, l'expérience est de son côté, mais c'est quoi? Ben Johnson n'a pas froid aux yeux, donc je crois pas que ça va être quelque chose qui va faire pencher la balance en faveur de Chicago. Je crois pas, là, cette confrontation, si on peut dire, entre ces deux entraîneurs-chefs-là. Là. Écoute, moi, je sais pas sur quel pied danser. Vegas aussi, là, 1,5, c'est quasiment kiff-kiff. Je sais pas quoi penser de ce match-là. Mm. Écoute, si les Packers avaient été en santé, si la défense avait été en santé, je pense que ça aurait été. J'aurais pris les Packers assurément, mais là, les Bears à domicile, Caleb Williams, les Bears, on a une réputation aussi là, de connaître, de se lever en fin de match dans les matchs importants. On a gagné beaucoup de matchs en revenant de l'arrière tard au quatrième quart cette année. Je pense qu'on a le fameux swag. Là. Je pense que c'est les Bears qui l'ont en ce moment. Euh, le dernier duel éliminatoire, Didier, entre ces deux formations, c'était en 2010. Et les Packers avaient vaincu les Bears pour ensuite se rendre jusqu'au Super Bowl et Aaron Rodgers avait remporté son seul titre du Super Bowl. Euh, je vais prendre. Je vais prendre les Bears, moi, je pense. Mais ça se peut que je change d'idée. Si on enregistre un autre Oh, épisode du oh, t'es podcast hésitant, demain, là, ouais. Je on pensais enregistre un chez autre ça, épisode t'allais du prendre Green podcast Bay. demain, je pense que les Bears vont battre à cause, justement, de l'absence de Parsons. On a quand même des blessés. Oui, on a reposé nos joueurs, mais je pense que les Bears à domicile vont faire le coup encore une fois aux Packers. Et je sais, là, la victoire des Bears acquis aux mains des Packers il y a quelques semaines, ça aura pris un bot et court là, miraculeux en fin de match pour permettre ensuite un toucher, puis ensuite le toucher de DJ Moore en prolongation. Mais Mm. Je pense que les Bears vont passer les Packers cette année. Ouais, tu penses? Ah, les Packers, tu sais, t'as mentionné les blessés qu'on a. Tu sais, bon, on a perdu Parsons, on a perdu également Wyatt, gros plaqueur Mhm. au centre de la ligne défensive, puis ça explique les déboires qu'on a contre le jeu au sol, là, que t'as mentionné du côté des Packers de Green Bay, parce que les Bears, ben, on l'a vu, là, tout au long de la saison, on est en mesure de courir avec le ballon avec succès. Tu sais, le duo de Swift et Monangai, lorsque ces deux joueurs-là performent, c'est là que les Bears sont à leur mieux. Tu sais, c'est là, lorsque les Bears ont connu leur meilleur moment de la saison, le jeu au sol fonctionnait à plein régime. Je sais que tu t'en souviens parce que lors de la semaine de la Thanksgiving américaine, ils sont allés courir pourquoi? Pour 300 verges, je pense, Contre à les Eagles. Philadelphie, là. Je me souviens plus, ouais, contre les Eagles. Tu sais, c'est Ouais, ça, là. c'est Lorsque fou. les Bears sont à leur mieux, c'est ça. Donc, avec tous les blessés qu'on a du côté de la défense des Packers, au niveau de la ligne défensive, c'est ça, j'ai des doutes que Green Bay sera en mesure de ralentir l'attaque au sol des Bears de Chicago. Mais on n'a même pas encore mentionné le nom de Caleb Williams. Puis je pense qu'il faut le faire. Parce que Ouais. Caleb nous a démontré que si le match est serré rendu au quatrième quart, il peut prendre les choses en charge. OK? Il a ramené les Bears de l'arrière. Tu vois, il a des lents débuts de match. S'il pouvait mettre 4 quarts ensemble, les Bears seraient vraiment dangereux. Mais si le match est serré au quatrième quart, ça favorise vraiment Chicago. Parce que combien de fois ils nous ont fait le coup durant la saison? Je vais prendre les Bears. Je vais prendre les Bears pour gagner parce qu'ils sont plus en santé que les Packers.
OK, ils sont plus en santé que les Packers, puis je pense vraiment ça va faire la différence dans cet affrontement-là. Surtout que, bon, comme je l'ai mentionné, on a des absents du côté de la ligne défensive, du côté du front, de la défense des Packers, Parsons, Wyatt. Je crois vraiment que Chicago va être en mesure de prendre avantage de ça. Parce que s'il y a une chose qu'a démontré Ben Johnson, lors des matchs importants, il aime courir avec le ballon. T'sais, afin que l'attaque puisse trouver son rythme. Je crois pas que Green Bay est équipé avec les blessés qu'on a afin d'arrêter l'attaque au sol de Chicago. Note en terminant, je regardais aussi l'état de santé là, de Zach Tom, qui est le bloqueur à droite du côté des Packers. On semble dire qu'il. Matt Lafleur a mentionné qu'il devrait être en mesure de disputer la rencontre. Ça serait vraiment un sérieux coup de pouce à la ligne à l'attaque des Packers. Là, si Tom pourrait revenir pour le premier match éliminatoire. Moi, je trouve que c'est un élément à ne pas négliger non plus, Didier. Et au niveau Mais fantasy, oui, vas-y. ouais, non, mais j'allais juste dire, c'est ça, Tom, on va voir s'il sera en mesure de revenir au jeu. On enregistre ce podcast ce mercredi matin, mais est-ce qu'il va être en mesure de bien performer? C'est ça, c'est une chose. Tu sais, là, on est rendu en éliminatoire, fait que, naturellement, lui, il veut pas rater ce match-là. Là, tu reviens au jeu, mais est-ce qu'il va être en mesure de bien performer? Parce que le bloqueur à gauche, Rasheed Walker, a accordé 7 sacs cette année, Marc-André. 7. Donc, les deux bloqueurs pourraient être une faiblesse contre les Bears. Les Bears qui ont quand même, ils ont reçu 35 sacs, c'est bon pour le 22e rang de la NFL, mais ça va être quelque chose à surveiller, comme dans tous les matchs de football, bien sûr, au niveau des tranchées. En termes de fantasy football, c'est ça, là, tu allais nous parler de fantasy football un peu. Est-ce qu'il y a un joueur, là, en termes de daily fantasy, tu crois qui va connaître un bon match, qui va être productif lors de cette rencontre? Je vais mettre, écoute, on en a parlé. C'est ça la clé pour les Bears. DeAndre Swift, si vous voulez payer un peu plus pour votre porteur de ballon. Sinon, Kyle Monengai aussi dans un pivot, dans une position flex, ça peut être une excellente option. Ouais. Les... Et puis Loveland et Burden ont terminé la saison régulière en force. En passant, juste mentionner ça, les deux recrues, là, Colson Loveland puis Luther Burden, ils ont terminé la saison régulière en force. Donc, je pense... ça aussi, ça va être quelque chose à surveiller, leur performance. Exactement. Burden, je ne sais pas, il s'est blessé lors du dernier jeu face aux 49ers. Là. Je ne sais pas s'il va être en mesure de disputer la rencontre, mais oui, la tertiaire des Packers, très vulnérable. On se rend compte que, justement, Micah Parsons là, masquait beaucoup de ces choses-là. Les quarts ont plus de temps. Il y a moins de pression sur les quarts adverses. Ils ont le temps de lancer dans la tertiaire. Puis la tertiaire des Packers, on s'est rendu compte qu'elle était pas mal permissive. Oui, ça peut fonctionner également par la passe. Là. Vos receveurs des Bears, Luther Burden, c'est intéressant parce qu'il ne coûtera pas cher dans ce genre de format-là. Puis il a connu, on a vu ce qu'il pourrait donner aux Bears dans un avenir approché. J'ai trouvé ça très intéressant. Les Bills, maintenant... plus j'y pense, plus que je pense que les Bears ont gagné. Plus j'y pense, en terminant, ouais. Non, je pense que les Bears ont gagné. Plus j'y pense, c'est ma prédiction, mais plus je pense ils sont plus en santé. Les armes du côté de l'attaque, les receveurs et tout. On veut parler de Colson Loveland, Burden, le jeu au sol, la magie de Caleb, tu sais. Du côté des Packers, on va devoir contenir Caleb, le garder dans la pochette. T'sais, il aime sortir de la pochette, c'est là qu'il fait généralement des gros jeux. Mais je pense simplement pas qu'on a les chevaux afin de compétitionner à ce sens-ci de l'année. Puis on a vraiment mal terminé la saison régulière avec 4 défaites. Je sais que les Bears ont perdu leurs 2 derniers matchs. Les Packers n'ont pas fait jouer certains joueurs la semaine dernière. Mais quand même. En tout cas, ça pour dire, je suis confiant en mon choix des Bears contre les Packers. Les Bills sont classés 6e, vont affronter les Jaguars à Jacksonville qui ont terminé au 3e rang. Les Bills, sur la route, favoris par 1,5. Honneur au livre, c'est pas mal. 50-50. Là aussi, on a des questions. Je vais commencer par ça. Question de Benro77, un fidèle de notre podcast sur Instagram. Salut les gars, croyez-vous que les Bills pourront se rendre au Super Bowl? Les Ravens, ni les Ravens ni les Chiefs seront là. Alors la porte est ouverte. Imaginez si Bo Nix avait une bague du Super Bowl avant Josh Allen. C'est ce que les observateurs disent. C'est l'année des Bills pour en profiter. Mais est-ce qu'ils pourront vraiment en profiter? La défense contre la course des Bills, tu sais.
On a accordé quoi? Plus de 185 verges 6 fois au cours de l'année. Toutefois, les Bills ont maintenu une fiche de 4 victoires et 2 défaites lors de ces rencontres-là. Là, ils vont aller à Jacksonville. La foule va être gonflée à bloc. Et les Jaguars, tu sais, les partisans des Jaguars sont pas fous. Là. Ils réalisent que leur équipe a une chance de se rendre au Super Bowl. Parce que oui, la porte est ouverte pour Josh Allen et les Bills, mais elle est ouverte pour toutes les équipes de l'association américaine. Là. Tu sais, sans Patrick Mahomes, sans Lamar Jackson en éliminatoire. Ah, écoute, les Bills n'ont pas gagné à Jacksonville depuis 2013. Est-ce qu'on va être en mesure de courir avec le ballon avec succès avec James Cook, qui a terminé au premier rang de la NFL au chapitre des verges au sol? Ça va être tout un défi parce que Jacksonville, Marc-André accorde seulement 3,9 verges par course. OK, en saison régulière, on a été solide contre le jeu au sol. Et les Bills, on le sait, on n'est pas bien nantis à la position de receveur de passe. Puis il y a un joueur qui va être surveillé, un joueur méconnu du côté de Buffalo, Marc-André, afin de donner un coup de main à Josh Allen. C'est le receveur de passe Tyrell Shavers. Shavers, c'est un joueur de deuxième année. Il mesure 6 pieds 4 pouces. Il a seulement réussi 15 réceptions au cours de la saison régulière, mais toutefois, il a maintenu une moyenne de 16,3 verges par réception. Puis, on ne l'a pas utilisé en deuxième demi la semaine dernière. Comme quoi, on voulait s'assurer qu'il soit là, qu'il soit en santé pour cette rencontre-là. Alors, je vais juste mentionner ça parce qu'il semblait être le type de joueur qu'on a grandement besoin là, du côté de la défense des Bills. Un joueur qui peut étirer de façon verticale les défenses adverses. Un grand cabaret, comme je l'ai dit, à 6 pieds, 4 pouces. Mais, en tout cas, je ne sais pas si ça va être suffisant en fait de donner un coup de main à Josh Allen, mais on a besoin de ce genre de joueur-là sur papier du côté de l'attaque de Buffalo. Je trouve que ce n'est pas un bon duel de premier tour pour les Bills parce que la force des Bills, c'est aussi la force des Jaguars de l'autre côté. Tu as vraiment tout dit ce que je pense aussi de ce match-là. Les Bills, 159,6 verges au sol alloués par match. C'était bon pour le premier rang dans la NFL en saison régulière. Les Jaguars, tu viens de le mentionner, premier contre la course. En fait, Didier, on a limité 12 de nos 17 adversaires cette saison à moins de 90 verges au sol. C'est vraiment pas beaucoup. Et en revanche, on accorde du côté des Bills 5,1 verges au sol par match. Donc, ça, c'était bon pour le 5e plus haut total dans la NFL. C'est ce que ça me dit, sauf que si on a une faiblesse du côté des Jaguars, parce que l'attaque aérienne fonctionne en plein régime en deuxième moitié de saison, si ça avait été. Si on avait des candidats au titre de joueur par excellence pour seulement la deuxième moitié de saison, je pense que Trevor Lawrence aurait obtenu des votes, imagine-toi donc. Mais tout ça pour vous dire que si on a oui, clairement. Et si on a un élément vraiment qui est coup-ci, coup-ça par moment du côté des Jags, c'est justement notre attaque au sol qui manque de constance par moment, mais ça tombe bien mal parce qu'on risque de peut-être connaître du succès parce que la défense des Bills est tellement mauvaise contre la course que je pense que justement la faiblesse des Jaguars, c'est aussi la faiblesse des Bills. Donc je pense que, en tout cas, personnellement, tout s'aligne là, pour que les Jaguars connaissent du succès contre les Bills. C'est vraiment pas un bon affrontement, un bon adversaire pour les Bills au premier tour, c'est mon avis. Ah, je suis d'accord avec toi. Josh Allen va vraiment devoir être Superman, je pense, pour que les Bills aillent à Jacksonville et soient en mesure d'éliminer les Jaguars. Toutefois, la défense des Jaguars, je regardais ça, les carrières qu'on a affrontées lors de nos 7 dernières victoires là, du côté de Jacksonville. On a affronté Jacoby Brissett, Cam Ward, Riley Leonard, étant donné que Daniel Jones s'était blessé tôt lors de la rencontre. Cook et les Jets. Bon, on s'entend. Bo Nix, on sait, Bo Nix n'est pas constant, puis c'est pas comme s'il avait connu un grand match lorsque les Jaguars sont allés surprendre les Broncos à Denver. Et la semaine dernière, Braden Allen, étant donné que Cam Ward a marqué un touché au début du match, il s'est blessé à une épaule, il n'a pas joué lors du reste de la rencontre. Donc, les statistiques là, de ces carrières-là, lors des 7 dernières victoires des Jaguars de Jacksonville, 4 passes de touché contre 8 interceptions. Il n'y a aucun de ces carrières-là qui est du calibre de Josh Allen. Alors, encore une fois, Josh Allen va devoir être Superman sur la route afin de permettre aux Bills d'avancer. Parce que je ne crois pas que James Cook sera en mesure, puis les autres porteurs de ballon, de connaître du succès contre la défense des Jaguars. J'arrive pas à y croire. On est rendu au mois de janvier, match éliminatoire, et je vais choisir les Jaguars de Jacksonville. Trevor Lawrence est mieux de ne pas se transformer en citrouille. Là. Son carrosse est mieux de ne pas se transformer en citrouille juste au moment où finalement je commence à croire en lui. Alors j'y vais avec les Jaguars. Ça me fait mal de le dire pour les partisans des Bills. Je sais qu'il y a plusieurs partisans des Bills au Québec. Je souhaite de me tromper parce que j'aimerais ça voir Buffalo gagner un Super Bowl.
Mais j'y vais avec Jacksonville. Toutefois, on parlait d'expérience tout à l'heure entre Matt Lafleur. Matt Lafleur qui a beaucoup plus d'expérience que Ben Johnson. Mais là, c'est la même chose également là, dans cette confrontation-là entre les deux entraîneurs-chefs, entre Liam Cohen et Sean McDermott. Mais pas juste ça, les joueurs des Bills, ils ont participé à plusieurs matchs importants, sous pression lors des dernières années. Alors ça devrait être à leur avantage. Mais je vais y aller quand même avec les Jaguars. On avait reçu une question de Jérémy Ducharme avant de passer à mon choix via Facebook. Yo-yo les gars, yo-yo. Ma question du jour dans les équipes qui se sont qualifiées, quel entraîneur ou joueurs ont le plus de pression pour performer ou sinon ils passeront un mauvais quart d'heure? Par exemple, Justin Herbert est 0-2 en série, Mike Tomlin n'a pas gagné en série depuis très longtemps, en éliminatoire, pardon, depuis très longtemps, et Bryce Young qui est coup-ci, coup-ça, et j'en passe. Didier, donc, quel joueur ou quel entraîneur-chef a le plus de pression? J'imagine que la question est placée là pour que tu nous parles de Sean McDermott et de Josh Allen. Ben, si on perd, là, lors de notre premier match éliminatoire, ça va crier à Buffalo, là. Il n'y a aucun doute, là. Ça va crier, on va remettre en question Sean McDermott. Alors oui, la pression, elle est sur Sean McDermott. T'sais. Mais, en tout cas, moi, je continue de croire que les Jaguars vont être en mesure de l'emporter dans cette nouvelle NFL. La saison a tellement été bizarre, Marc-André. Il y a tellement eu de surprises. Alors, ouais, c'est une des raisons pourquoi moi je choisis les Jaguars, même si ça peut paraître bizarre. Mais pour répondre à la question de Jérémy, d'abord, merci Jérémy pour ta question. Sean McDermott, je pense qu'il va y avoir beaucoup de pression sur Sean McDermott si on perd ce week-end contre les Jaguars. Victoire des Jaguars sur un placement de 78 verges de Cam Little en fin de match. Non, je blague. Mais moi aussi, je prends les Jaguars pour l'emporter. Dernière victoire sur la route en éliminatoire des Bills, 1992. Les Jaguars n'existaient même pas à l'époque, Didier. La dernière fois leur première année, c'est 95. Donc, moi aussi, je prends les Jaguars parce que je l'ai mentionné. Je pense que c'est juste un mauvais affrontement, un mauvais duel, un mauvais adversaire pour les Bills parce que tu as parlé de Josh Allen, la cape de Superman. Il va falloir passer le ballon, selon moi. Mais est-ce qu'on a les outils en termes de receveurs? Je trouve que c'est là qu'un Stephon Diggs manque à l'attaque des Bills. C'est dans ce genre de contexte-là. Moi aussi, je prends les Jaguars pour l'emporter. En termes de fantasy football, toi, c'est qui le joueur là tu pensais qui va connaître un gros match dans ce duel entre Buffalo et Jacksonville? On doit courir contre l'attaque, contre la défense des Bills. Donc, j'ai choisi Travis Etienne dans ce match-là. Je veux pas le goût de jouer à la roulette avec les receveurs de passe des Bills. Du côté des Jaguars, j'aime bien. On a quand même une bonne défense contre le jeu aérien également du côté des Bills. Je pense que j'essaierai peut-être d'insérer le receveur le moins cher entre Parker Washington, ça risque d'être lui, Brian Thomas et Jacoby Myers. Les Bills excellent contre la position d'aller rapprocher. J'éviterai Brenton Strange et j'irai avec les deux porteurs de ballon, Etienne ou Cook. James Cook aussi devra connaître un grand match si au sol et même par la passe si les Bills espèrent l'emporter. Ouais, bonne chance à James Cook contre la défense au sol des Jaguars de Jacksonville. Exactement. Les 49ers, 6e, vont affronter les Eagles qui sont classés au 3e rang. Philadelphie, favori par 4,5 au preneur au livre. Que l'attaque des. Moi, j'ai hâte de voir, Didier, c'est mon équipe, les Eagles. J'ai hâte de voir si on va allumer l'interrupteur de l'attaque, là, parce qu'elle est pathétique. Elle a été pathétique cette saison, et au sol, et par la passe. On avait obtenu en moyenne 311 verges d'attaque. C'est dans le dernier tiers de la NFL. Puis on n'a pas couru de façon efficace avec Saquon Barkley. La ligne à l'attaque a connu des difficultés. J'ai hâte de voir si on a une switch là, du côté des Eagles qu'on va allumer en éliminatoire, parce que sinon, ça pourrait être difficile, même à domicile. Ouais, mais c'est quoi? La défense des 49ers, ça pourrait être le remède pour l'attaque des Eagles de Philadelphie. Tu sais, parce que la défense des Niners, on l'a vu il y a 2 semaines, là, le match de fou contre les Bears de Chicago. Bon, ça nous a donné tout un spectacle, mais mon Dieu, il n'y a presque pas eu de beauté de dégagement pendant toute la rencontre. Puis, on a tellement de blessés du côté des Niners. Probablement, c'est un miracle. Le fait qu'on ait été en mesure de se qualifier pour les éliminatoires, de connaître une si bonne saison du côté des Niners, ça a été un miracle avec tous les blessés qu'on a eus. En particulier des blessés du côté de la défense. Bosa, Warner, Michael Williams, le choix de première ronde, les défensifs. En fait, on a une ligne défensive qui est remplie de joueurs réservistes.
Alors moi, c'est la raison pour laquelle je choisis tes Eagles pour gagner, parce que je pense que c'est le remède tant recherché chez les partisans des Eagles de Philadelphie là, pour leur attaque. Là. Ils ont chialé pendant toute l'année contre leur attaque. Mais là, je pense qu'on a une opportunité du côté des Eagles face à cette défense des 49ers de San Francisco. Encore une fois, le front tient avec du scotch tape ou à peu près. Non, je pense que les Eagles pourraient connaître un fort match en attaque. On a accordé, lors des 2 dernières semaines, 145 verges au sol du côté des Niners. On parlait de Saquon Barkley. Mm. On a vu Zach Charbonnet là, vraiment connaître du succès la semaine dernière, Seattle et Chicago également. Je pense que ça pourrait être un match où Saquon Barkley pourrait faire la différence. On attendait vraiment ce match-là. On n'a pas eu de gros moments de réjouissance cette année avec Saquon Barkley après une saison exceptionnelle l'année dernière. Je pense que ça pourrait être le cas enfin en éliminatoire. Et du côté des Niners, j'ai hâte de voir, parce que qu'est-ce que les Seahawks ont fait, Didier, la semaine dernière? C'est on n'a pas eu peur du jeu aérien dans les zones profondes. On n'a pas eu peur de mettre des joueurs dans les zones profondes des 49ers. C'est ça qui nous manque. C'est ça que Ricky Pearsall est, c'est ça que Brandon Ayuk est pour les 49ers. Des joueurs qui peuvent étirer les défenses, puis on ne le fait pas en ce moment du côté des Niners. Ça n'effraie pas les défenses adverses. Et je pense que ça serait ça la clé. Est-ce que le retour de Ricky Pearsall va permettre justement aux Niners de pouvoir étirer la défense des Eagles, parce que ça va être ça l'affrontement clé. L'attaque, quand même, qui fonctionne quand même bien en ces temps-ci des 49ers contre la grosse défense des Eagles. Est-ce qu'on va pouvoir faire la différence dans les zones intermédiaires avec les Joanne Jennings? Est-ce qu'on va pouvoir faire la différence avec des Christian McCaffrey, des petites passes dans le flanc, des petites passes écran? J'ai hâte de voir du côté des Niners, mais ça va être ça pour moi la clé. Ça sera l'élément à surveiller, c'est mon avis dans ce match. Mais moi, je crois que cette confrontation-là, ça avantage justement les Eagles de Philadelphie. La défense des Eagles, elle a été solide là, cette année. Écoute, les Eagles ont accordé seulement 14 verges par la passe. Ça a été un sommet dans la NFL. Pourcentage de passes complétées des carrières contre les Eagles, cette année, 56,8%. Ça aussi, c'est un sommet dans la NFL. Ricky Pearsall, bon, il devrait jouer, mais est-ce qu'il va terminer la rencontre? T'sais, on l'a vu cette année, c'est incroyable. Pearsall a pris part à seulement 9 matchs, Marc-André. Toutefois, lors de 4 de ces 9 matchs-là, il a amassé au moins 80 verges par voie de réception. Mais il a même eu des rencontres où il a commencé le match, puis il l'a pas terminé finalement. Donc ça, pour se dire, il n'est pas vraiment fiable. Puis pour ce qui est de Christian McCaffrey, il a terminé la saison régulière en force au niveau du jeu au sol. Tu vas me dire qu'il a connu une très bonne saison, mais il y a eu beaucoup de volume au niveau de ses statistiques pour la course. Parce que 12 fois, lors de 12 de ses 17 matchs, McCaffrey à une moyenne inférieure à 4 verges par course. Imagine-toi, donc on n'a pas été en mesure de créer nécessairement des jeux explosifs avec notre attaque au sol, mais on sait toutefois que c'est une double menace. 102 réceptions en saison régulière pour McCaffrey. Alors ça va être un défi, étant donné que durant la saison, la défense des Eagles a eu des ennuis contre les porteurs de ballon en termes de réception. On en a accordé beaucoup. Alors peut-être que McCaffrey pourra avoir un impact de cette façon-là. Mais je crois que dans l'ensemble, la défense des Eagles, elle est bien nantie afin de ralentir l'attaque des 49ers qui, on sait, a le potentiel d'être explosive. Je n'ai même pas parlé de la ligne défensive encore des Eagles. Tu le sais, lorsque cette ligne défensive-là, avec Jalen Carter, lorsqu'on décide de jouer, Jordan Davis, qui a connu la meilleure saison de sa carrière, on peut être dominant. Par exemple, aux Packers, lorsque les Eagles ont défait les Packers plus tôt cette année, Jalen Hunt, c'est un joueur que je ne connaissais pas avant le début de la saison. On a assisté à son émergence. Il a été le meneur des Eagles en saison régulière pour les sacs et pour les interceptions en plus. Moi, je choisis Philadelphie. La seule chose qui me fait peur, si le match est serré, Jake Elliott, le batteur de précision de tes Eagles, m'effraie, Marc-André. Il a été 20 en 27 pour ses bottées de précision cette année. Il n'a vraiment pas connu une bonne saison. Même à un certain moment donné, je me disais, bon, on va sûrement le libérer. Alors ça me fait vraiment peur. Mais moi, j'y vais avec Philadelphie. Trop blessé du côté de la défense des Niners. Je pense que Jalen Hurts va connaître un bon match. Saquon devrait, en théorie, définitivement être en mesure de courir avec succès. Alors, j'y vais avec les Eagles. Côté des Niners, il faudra voir aussi si Trent Williams pourra participer à la rencontre. Ça serait un gros morceau, même un énorme morceau qui pourrait grandement aider la ligne à l'attaque et Brock Purdy des Niners. Écoute, Didier, les Eagles, c'est une famille dysfonctionnelle. C'est le groupe Oasis, Didier.
C'est une famille dysfonctionnelle. C'est des frères qui, entre eux, ça Ouais, fonctionne pas. Oasis. Là, on remonte quoi? Dans les années 90? Là, j'essaie de faire des références que peut-être que tu pourrais comprendre. Les frères Gallagher, ça se parle plus. Puis là, écoute, on a décidé récemment de refaire une tournée, de se réunir à nouveau pour faire Ah, une tournée, pour faire les gros hits. ouais. C'est ça, les Eagles. C'est une famille dysfonctionnelle qui vont se réunir, qui vont. La chimie va repartir. On va repartir, on va revenir ensemble pour faire un autre run là, vers le Super Bowl. J'ai pas le terme en français, ça me vient pas. Un autre parcours éliminatoire avec succès. Ouais, voilà. Donc, c'est ça. Eagles, c'est le band Oasis. Moi aussi, je prends les Eagles pour l'emporter dans ce match-là. Si on peut On limiter parle de quel style de les. musique? On parle de rock? On parle de quoi, là? Là, Attends, avant de passer à autre chose. indie On, rock, on se situe où? Dans peut-être. les années Ouais. 90, dans les années 2000? Comment? Oasis, non? Wonderwall. Je suis pas bon avec les And noms. after Faudrait que j'entende all, des... you're Non, non, my non, je sais pas. Non, non, pas comme ça. Non, Wonderwall. non. Je voulais dire entendre. Non, non. Je voulais dire entendre la toune actuellement, une de leurs tounes. Pas que tu te mettes à chanter. Ah là Ça, là. c'est la dernière chose que je voulais qu'ils se produisent. T'es pas sorti souvent dans un karaoké, Didier. C'est pour dire que si les Non, Eagles non, ont. c'est vrai, c'est vrai. Je suis allé 2 fois, je pense, dans un bar à karaoké. Ça fait très longtemps. Euh, Ça pour dire que si les Eagles peuvent contenir l'attaque qui va quand même bien, là, en ce moment, on récolte 244 verges par la passe. Là, on est bon pour le 5e rang dans la NFL, celle des Niners. On peut Ouais. contenir les Niners et les limiter à moins de 20 points. Les Eagles sont 8-0 lorsqu'ils limitent l'adversaire à 20 points au moins. Je pense également que les Eagles vont l'emporter, mais ce sera serré. Ouais, la défense des Niners, écoute, a accordé en moyenne 5 verges par course aux Bears. La semaine dernière, 180 verges au sol aux Seahawks de Seattle. Ça m'inquiète beaucoup. Puis on a vu la défense des Seahawks a complètement neutralisé Brock Purdy et l'attaque des Niners. Je pense que tes Eagles vont être en mesure de reproduire ça. En termes de Daily Fantasy, quel joueur, là? En tout cas, je pense pas que ça va être un joueur des Niners que tu vas choisir, mais quel est ton choix, là, en termes de joueurs, là, qui pourrait avoir une rencontre très productive? So Sally can Non, wait. non, Ça non, aussi, non, c'était Marc-André, non. Oasis. Don't look back in anger, non? OK. Pitié, Devante Smith, s'il te plaît. je vais vous parler de Devante Smith parce que justement, on va revenir à Luther Burden un peu. Il y a 2 semaines, il avait connu un fort match. Pourquoi? Parce que Luther Burden, c'était le receveur qui, justement, était dans les zones intermédiaires, le receveur qui récolte beaucoup de verges après l'attraper. Je pense que A.J. Brown, c'est le gars qui étire les défenses, mais Devante Smith, c'est un peu ce rôle-là qu'il a avec les Eagles. Je pense qu'il pourrait connaître un fort match. OK, bien, hâte de voir ça, Monsieur Smith. Alors, prochaine rencontre Oui, maintenant. On est rendu à les quoi? Dimanche Chargers. soir, hein, déjà. Oh, Exactement. ouais. Les Chargers qui ont terminé au 7e rang vont affronter les Pats qui ont terminé au 2e rang. Nouvelle-Angleterre, favori par 3,5 au preneur au livre. On a des questions. Didier et Jérôme Tremblay sur Facebook. Une expérience des jeunes au poste clé. Drake May et Travion Anderson, entre autres. Peut-il être un désavantage en éliminatoire Hmm. pour les Patriots? Ah, ben merci pour ta question, Jérôme. C'est une bonne question, hein? Parce que, bon, Drake May a l'air d'un joueur qui a de la glace dans les veines, hein, comme on dit, toujours calme, toujours en contrôle de ses émotions. Lorsque tu arrives dans les matchs éliminatoires, tu sais, c'est différent. La première expérience de certains joueurs en éliminatoire, des fois, ça va mal. Trayvon Anderson, bon, dans l'ensemble, je pense qu'il a fait du bon travail afin de protéger le ballon. C'est peut-être plus Ramondre Stevenson qui nous a échappé qui nous a habitués, je devrais dire plutôt depuis le début de sa carrière à échapper le ballon. Mais pour répondre à la question de Jérôme, écoute, je crois pas que ça va être un facteur. Parce que, surtout dans le cas de Drake May, c'est un joueur qui est réputé pour son calme. Je crois pas que donc ça va être un facteur, le manque d'expérience du côté de la Nouvelle-Angleterre. Mais je parle de Drake May, Trevor Anderson, même les autres joueurs, là, plusieurs joueurs du côté des Patriots, pour qui ça va être une première expérience en éliminatoire, étant donné qu'on a une jeune équipe, qu'on a rebâti notre équipe. Mais c'est pas comme si les Chargers, eux, également avaient une grande expérience éliminatoire. Oui, ils ont participé aux éliminatoires l'année dernière, mais ça a vraiment mal été pour Los Angeles. Donc, je crois pas nécessairement qu'il y a un avantage. Je crois pas que ça favorise les Chargers, le fait que les Patriots n'ont pas beaucoup d'expérience en éliminatoire, parce que les Chargers non plus, là, mis à part quelques joueurs. Pour compléter ce que tu dis, Justin Herbert, l'année passée, on s'en souvient, 4 interceptions contre les Texans dans une défaite. Et en 2022, les Chargers avaient perdu, tu t'en souviens, ton préf, Brandon Staley.
avait perdu une avance de 27-0 Ah. à la demi contre les Jaguars et Doug Peterson, là, que les Jaguars l'avaient emporté. On a une autre question de Zachary Gauthier sur Instagram qui nous demande d'abord, salut Didier, j'espère que tu vas bien. On a un petit débat ici avec des amis. Nous nous demandons qui devrait gagner le MVP, donc le titre de joueur par excellence entre Drake May et Matthew Stafford. Qui crois-tu a le plus de chance? Merci. Merci, Zachary. Oui, merci Zachary. Moi, je continue de croire que Matthew Stafford mérite de remporter le titre de joueur par excellence. Bon, je sais, la fin de la saison régulière, ça a été en montagne russe pour Stafford. Il y a le match à Atlanta où il a été victime de 3 revirements, 3 interceptions, je crois, c'était. En tout cas, peu importe. Mais pour l'ensemble de son œuvre, puis je pense les gens qui votent, étant donné que Stafford n'a jamais remporté un titre de joueur par excellence et que Drake May en est juste à sa 2e année, je pense pour l'ensemble de sa carrière, on va lui donner le titre de joueur par excellence de la saison 2025, mais il le mérite parce qu'il a vraiment été solide. Souviens-toi, on n'était même pas certain s'il allait être en mesure de prendre part à la première semaine d'activité en raison de sa blessure au dos. Puis finalement, il a terminé statistiquement avec la meilleure saison de toute sa carrière. Parlais de la glace dans les veines là, de Drake May. Ça va être un maudit beau défi, enfin, pour Drake May et les Patriots cette année, parce que oui, on a une fiche de 14-3, mais je ne veux pas me faire pitcher des roches, là, mais j'ose rappeler qu'on a une fiche de 13-1 cette année contre des formations qui jouent pour moins de 500. Et les Chargers, là, la défense, elle est solide. Elle est dans le top 10 pour les sacs, elle est 3e pour les interceptions. Je pense que ça va être un beau défi. Là, vous allez me dire, ouais, mais la ligne à l'attaque des Chargers, elle est poreuse. Et On voilà. a beaucoup de joueurs remplaçants. Par contre, c'est peut-être un bon affrontement. On parlait de bon adversaire pour les Chargers, mais c'en est peut-être un parce que la défense des Patriots, le front défensif, a obtenu le 7e plus haut total de sacs dans la NFL, pardon. Donc oui, Justin Herbert a subi 16 sacs en 4 matchs, mais je pense que la ligne à l'attaque, ça pourrait être pas si pire contre ce front défensif. Ouais, c'est définitivement la chose à surveiller parce qu'en plus de ça, le match va avoir lieu à Foxborough. La foule va être extrêmement bruyante avec le retour des Patriots en éliminatoire pour la première fois depuis l'ère Belichick-Brady. Mais c'est ça va être la chose numéro 1 à surveiller. Est-ce qu'on sera en mesure de bien protéger Justin Herbert en raison de tous les blessés qu'on a au sein de la ligne à attaque? Puis même, est-ce qu'on va essayer de miser un peu plus sur le jeu au sol du côté des Chargers avec Omarion Hampton, avec Vidal également dans le champ arrière, pour ralentir les ardeurs des joueurs des Patriots lorsqu'ils vont tenter d'appliquer de la pression sur Herbert, il n'y a aucun doute. Mais défensivement, on peut donner des mots-têtes à Drake May. Tu l'as mentionné, la défense des Chargers, elle est bonne. Et on mise sur ce qui est peut-être la meilleure tertiaire ou une des meilleures tertiaires dans la NFL, où on retrouve bien sûr le Montréalais Benjamin Saint-Just. Saint-Just a connu une solide saison du côté des Chargers. Encore une fois, ce match éliminatoire, si on peut provoquer des revirements du côté de Los Angeles, là, peut-être les jeunes Patriots vont devenir nerveux. Alors ça, c'est une façon que je vois où les Chargers pourraient aller à Foxborough et l'emporter. Moi, je vais prendre les Pats dans ce match-là. Par contre, on a une question un peu plus loin sur qui pourrait causer une surprise. Je pense que les Chargers pourraient causer une surprise, mais si vous voulez que je fasse un choix maintenant, je pense que les Pats, je pense que Drake May, enfin, on va pouvoir arrêter de lui mentionner là, que justement que les Pats ont affronté personne. Je pense qu'on va signer enfin une victoire signature là, en éliminatoire, sa première de sa carrière. Je prends les Pats pour l'emporter. J'allais avec les Chargers, moi, j'y vais avec une surprise. J'y vais avec les Chargers sur la route à Foxborough. Il y a tout le temps des surprises en éliminatoire, des matchs qu'on voit pas venir. Alors peut-être que je me trompe, on sait qu'il va y avoir des surprises, mais moi j'y vais avec les Chargers. En même temps, bien sûr, il faut que la ligne à attaque tienne le coup, mais je pense vraiment que la défense des Chargers va donner des mots-têtes à Drake May. Puis, j'enlève rien aux Patriots. On a terminé avec une fiche de 14 victoires et 3 défaites. C'est vraiment une des belles histoires de la NFL, la saison que les Patriots ont connue. Mais c'est ça, l'affiche, c'est contre les équipes. Le calendrier, en fait, je devrais dire, c'était un calendrier facile. C'est pas la faute des Patriots, étant donné qu'ils étaient une des pires formations de la NFL l'année dernière. C'est normal d'obtenir un calendrier facile. Mais là, on affronte une bonne équipe, là. Donc, j'y vais avec les Chargers, puis je me croise les doigts.
Parfait. Et au niveau fantasy, je vous conseille peut-être d'aller voir du côté des deux porteurs de ballon, spécialement Trevion Anderson. Je sais que Ramondre Stevenson a connu du succès depuis son retour, mais je pense que Anderson, c'est le porteur de ballon le plus explosif, en fait, des deux formations, je vous dirais. Et oui, la défense des Pats a été généralement efficace en termes de statistiques contre le jeu au sol cette année. Par contre, on a été plus permissif, plus vulnérable au cours des derniers matchs. Je pense que Marion Hampton peut être une option aussi intéressante pour vous, là. Qui font du daily fantasy, là, du fantasy hebdomadaire. Parfait. Ben D'accord, écoute, donc, il reste plus ouais, qu'un non, match. non, Ouais. vas-y. Ouais, tu Donc, les disais rien, Texans j'ai dit qui... bon ben je vais enchaîner là, tu sais. Non, mais d'habitude, quand j'enchaîne, tu dis quelque chose. Non, c'est des jokes. Mais Non, je sais, ça arrive tellement souvent. les Texans qui ont terminé au 5e rang vont affronter les Steelers qui ont terminé au 4e rang. Houston, sur la route. Beaucoup de clubs sur la route, Didier favori au premier tour cette année. Houston favori par 3 au preneur au livre. On a une question de Ça veut Pac-Man dire qu'il va y avoir des 0224. surprises, ça, Marc-André. Ouais, Il va y avoir des exact. surprises, c'est sûr. On a une question de Pac-Man 0224, mais avant de te la poser, j'ai une statistique ici. Les Steelers, Didier, on est sur une séquence de 23 victoires de suite à domicile lors d'un match du lundi soir. 23 victoires Ouais, de j'ai vu ça, suite ouais. un lundi soir. La dernière fois qu'on a perdu, c'était en 1991. Sais-tu quoi, en 1991, Didier? Les Texans n'existaient pas. Et c'était l'année où le groupe Non. Oasis a été formé. Imagine-toi donc. T'as-tu une autre note? Est-ce que tu vas avoir une troisième référence au groupe Oasis là, Ah, d'ici c'est la la fin règle de 3 en du humour, hein? podcast? Non, j'en ai juste 2. Je vais Ouais. poser la question Ok, d'abord ok. de Pac-Man J'espère que tu vas pas 0224. chanter une troisième fois, surtout. C'est ça qui m'effraie. Ouais. Les Texans ont-ils des chances de se rendre enfin plus loin que le deuxième tour éliminatoire, Didier? Ben oui, bien sûr qu'ils ont des chances. Tout d'abord, c'est pas juste ça. Je pense que c'est la première fois que les Texans participent aux éliminatoires et qu'ils ne jouent pas le samedi après-midi. Tu sais, d'habitude, Mhm. là, c'est les Texans, lorsqu'ils participent aux éliminatoires, ils prennent part toujours au premier match, puis généralement, c'est toujours la confrontation la moins intéressante qui est la première rencontre éliminatoire. C'est pour ça que ce sont les Panthers qui vont jouer samedi après-midi lors du premier match des éliminatoires. Donc oui, ils ont des chances d'accéder au deuxième tour éliminatoire. En fait, Pac-Man nous demande s'ils ont des chances de se rendre plus loin que le deuxième tour. Donc, on Ouais. parle de la finale de conférence, rien de moins. Regarde, ils ont des chances même de se rendre en finale de conférence. Je dis pas que ça va arriver, mais cette défense-là, moi, je l'adore. La défense des Texans. Parce que je pense que c'est l'unité défensive la plus robuste de la NFL. OK? Il y a vraiment 3 unités défensives qui sont démarquées. Houston, Seattle et celle des Broncos. Ben, moi, j'aime celle des Texans à cause de l'élément de robustesse que cette défense-là amène. Puis c'est pas juste le front de la défense généralement lorsqu'on parle de robustesse, mais même la tertiaire. Je suis pas capable d'oublier le match, Marc-André, à Kansas City, au Arrowhead, où la tertiaire des Texans a tabassé les receveurs des Chiefs, si bien qu'au 4e quart, les receveurs des Chiefs, ils étaient plus intéressés là, à attraper le ballon. T'sais, on a vraiment un élément de robustesse qui n'est pas atteint par toutes les équipes. Là, on va aller à Pittsburgh contre les Steelers, qui ont réellement juste un receveur de part, DK Metcalf. Ça a été un miracle de la part d'Aaron Rodgers de permettre de mener les Steelers à une victoire contre les Ravens de Baltimore la semaine dernière. Bon, ça, puis la défense de Zach Orr qui a été horrible aussi, mais quand même. Tout ça pour dire, oui, les Texans ont des chances de se rendre en finale d'association. Exactement, le duo formé de Will Anderson et Daniel Hunter, 27 sacs à 2 cette année. Et moi, du côté des Steelers, je trouve qu'on n'est pas outillé pour affronter une défense comme celle des Texans. On a vu il y a quelques semaines, je compare pas l'équipe, mais en fait, je peux comparer la défense des Browns à celle des Texans. On a vu ce que ça a donné contre les Browns. On a vraiment été incapable de faire quoi que ce soit en attaque contre les Browns. Je sais, DK Metcalf n'y était pas, mais quand même, là, je pense pas que c'est un. DK Metcalf, pour moi, c'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur qui change le visage d'une rencontre. Et je pense que justement, on va connaître d'autres difficultés parce qu'Aaron Rodgers, Didier, n'est plus ce qu'il était. Lors de son dernier match éliminatoire, est-ce que tu t'en souviens, c'était en 2022. Il avait subi une défaite de 13-10 au mains des 49ers. Il avait été victime de 5 sacs du corps. Il n'avait pas lancé de passe de toucher.
Et pourquoi que je te parle de ça, Didier? C'est parce que le coordinateur défensif des Niners à l'époque, c'était DeMeco Ryan. Donc, DeMeco Ryan, il Hmm. sait quoi faire pour contrer Aaron Rodgers. Je pense qu'il va passer un mauvais quart d'heure. Dommage, ce sera à domicile. Euh, Moi, je pense honnêtement là, que les Texans, on a une fiche de 0-6 en éliminatoire sur la route. Et je pense qu'on va mettre fin à cette disette. On va être 1-6 après le match du lundi soir. Hmm. OK, ben écoute, Rodgers, en passant, ses derniers matchs éliminatoires avec les Packers, là, ça avait vraiment pas bien été. Là. Tu viens de Je parler viens de de te cette dire. rencontre-là contre Ouais. les 49ers de San Francisco. Non, non, c'est ça, mais même les autres avant ça aussi, je me souviens d'un match à domicile éliminatoire contre les Buccaneers de Tampa Bay et Tom Brady, où Rodgers avait vraiment pas livré la marchandise. Tu sais, son historique en éliminatoire depuis sa conquête du Super Bowl n'a pas nécessairement été très bon. Là. Pour ce qui est de Metcalf, je suis plus ou moins d'accord avec toi, parce que DK Metcalf peut marquer un toucher de 50 verges à tout moment. Là. Il est tellement rapide, puissant, on sait, un long jeu explosif comme ça, des fois, ça peut justement changer l'allure de la rencontre. Le problème, c'est que les autres receveurs, ben, te font pas vraiment peur. Alors, c'est certain que DeMeco Ryans va arriver avec un bon plan de match pour essayer de contrer DK Metcalf. Mais pas juste ça, on mise sur Derek Stingley en plus, qui est un des meilleurs demi-coins de toute la NFL. On a une des meilleures tertiaires de la NFL. Tu parlais du match pour les Bills à Jacksonville, que c'est pas une bonne confrontation, tu trouvais pour les Bills, puis je suis d'accord avec toi. Je trouve que les Texans, c'est pas nécessairement une bonne confrontation pour l'attaque des Steelers. Par contre, l'attaque des Texans, je crois pas que la défense des Steelers, en fait, la défense des Steelers pourrait leur donner des ennuis, parce que je suis pas convaincu qu'on a réglé nos problèmes de protection du côté de la ligne offensive de Houston. Est-ce qu'on pourra bien protéger CJ Stroud? Ça aussi, ça va être quelque chose à surveiller selon moi. Donc, tu y vas avec. Je vais y aller avec les Texans. Je vais y aller avec les Texans. Et je peux pas endosser ce groupe de receveurs-là des Steelers de Pittsburgh, même si DK Metcalf est de retour. Je vais y aller avec Houston, mais je suis pas très confiant en cause de la ligne à l'attaque. Est-ce que Houston va être en mesure de courir avec le ballon contre la défense des Steelers? Je sais que la défense des Steelers a été vulnérable contre la course par moment durant la saison régulière, mais est-ce que cette ligne à attaque-là peut reculer les joueurs de la ligne défensive, le front des Steelers de Pittsburgh? Parce que si on n'est pas en mesure de le faire, ben là, tu sais, as TJ Watt et compagnie, Highsmith, qui vont pouvoir possiblement générer de la pression. Je peux voir un scénario où Pittsburgh va être en mesure d'emporter, mais je vais prendre les Texans quand même. Et au niveau fantasy, Didier, je me tourne vers le groupe de receveurs. Là. En fait, j'éviterais les Steelers contre la défense l'incroyable défense des Texans, là, qui ont accordé le moins de verges dans la NFL cette année, le deuxième plus bas total de points. Je m'attends à un match défensif. Et oui, si vous pouvez vous payer Nico Collins, ça sera intéressant. Rappelons que CJ Stroud a une fiche de 2-0 dans sa carrière, invaincu au premier tour éliminatoire. Mais je vais vous parler de Jaden Higgins, qu'on voit un peu sortir de sa coquille récemment. 2 touchés en 2 semaines, je vous l'accorde, Oui. Nico Collins n'a pas disputé la dernière rencontre. 4 touchés en 9 matchs, et c'est quand même un, un receveur de passe avec un certain physique. C'est une recrue qu'on a repêchée l'année dernière, et je pense que tranquillement, pas vite, écoute, dans un avenir rapproché, peut-être que l'année prochaine, là, on va parler de Sleeper Fantasy, ça pourrait en être un. Je pense qu'il pourrait commettre un bon match, Jaden Higgins, surtout si on porte une attention particulière à Nico Collins de l'autre côté. Puis ta prédiction, t'as dit, tu prends les Texans toi aussi? Je vais prendre les Texans aussi, ouais. Ouais. Ok, tu vas avec Houston, ouais. J'ai On presque le a goût de changer mon choix, mais non, non. J'y vais avec Houston. J'y vais avec Houston. Wow, les Steelers, moi je suis pas d'accord. Là, il y a des fenêtres qui viennent de s'ouvrir dans mon ordi. Bon, on a reçu des questions en terminant aussi de Samuel Lévesque sur Facebook. On va avoir droit à des éliminatoires de fous, c'est sûr, après cette saison remplie de surprises. Alors voilà, la question d'après vous est quelle sera la surprise du premier tour? Ma prédiction, c'est que les Niners vont battre les Eagles des années Marc-André. Ça se pourrait, écoute. À ce stade-ci, on parle de mercredi matin. Tout le monde a des chances de battre tout le monde, hein? C'est ça qu'on va dire? Alors, quelle sera ta Ouais, ouais, surprise du ouais. premier tour, Didier? Ah, ben je l'ai dit, moi, j'y vais avec les Chargers. Parce que les Patriots sont bel et bien les favoris, ouais. C'est bien ça à domicile, Ouais. là. Alors, moi, j'y vais avec les Chargers. Ça, c'est mon choix surprise. Je crois pas que les Niners Moi, vont aller à Philadelphie et l'emporter, mais bon, tout peut arriver. moi aussi, je vais prendre les Chargers. J'ai choisi les Pats, mais je serais pas surpris que les Chargers là,
viennent gâcher le party à Foxborough également. Guillaume Doucet, via Instagram, avec les nombreuses blessures de quart durant la saison, une question est venue en tête. Si les deux quarts se blessent dans un match, y a-t-il un quart d'urgence comme au hockey où il y a un gardien d'urgence? C'est déjà arrivé. Et qu'à ce moment-là, merci. Ben non, il n'y a pas un carrière d'urgence. Il n'y a pas un carrière d'urgence. Puis, Guillaume, merci pour ta question. Mais tu t'en souviens, là, il n'y a aucun doute, Marc-André, il y a quelques années, lors du match de la finale de la NFC, les Eagles recevaient les 49ers de San Francisco. Brock Purdy s'est blessé tôt dans le match. Josh Johnson était le carrière numéro 2. À un certain moment donné, il s'est blessé lui aussi. Là, on n'avait pas d'autre carrière. Donc, on parlait de potentiellement envoyer Christian McCaffrey à la position de carrière. Donc, c'est ça qui arrive. Si tes deux carrières se blessent, ben là, tu regardes, OK, est-ce qu'on a un joueur qui a déjà joué carrière, soit dans les rangs universitaires, soit à l'école secondaire. Là, c'est lui là, qui est pris à aller jouer à la position de carrière. Alors, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de carrière d'urgence comme il y a un gardien de but d'urgence au hockey. On va passer rapidement des petites nouvelles. On a une belle nouvelle d'ailleurs pour Damien Alford, le Montréalais qui a signé une entente avec les Saints. Damien Alford, receveur de passe évidemment des Stampeders, de Calgary, qui avait été le tout premier choix de l'encan 2025 de la Ligue canadienne de football. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le Montréalais, Didier. Oui, il va avoir l'occasion justement là, de se mettre en évidence. On va voir s'il sera en mesure de se tailler un poste avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Lorsqu'il y a des joueurs de la Ligue canadienne, c'est ça qui signe avec des équipes de la NFL à ce sens de l'année. Tu sais, je suis toujours... tu sais, je garde des réserves. Là, tu sais, je me dis, OK, est-ce que le joueur va obtenir une vraie... Ouais, c'est ça, parce que des fois... Est-ce que le joueur va obtenir une vraie chance? C'est là la question. Parce qu'on se souviendra, Alford avait eu de l'intérêt de la part des Chiefs de Kansas City le printemps dernier. Puis là, c'est un peu la même histoire qui se reproduit avec les Saints. Mais Alford est tellement intriguant en tant que joueur. Son physique, 6 pieds, 6 pouces. Il n'y en a pas beaucoup de receveurs de 6 pieds, 6 pouces qui se déplacent comme lui dans la NFL. On a vu le début de saison tout à fait fulgurant qu'il avait eu avec les Stampeders de Calgary avant de se blesser. Malheureusement, c'était contre les Alouettes. Il avait subi une élongation musculaire aux ischio-jambiers au tout début de la rencontre. Alors, en raison de son gabarit, de ses qualités athlétiques pour son gabarit, et les Saints, c'est une jeune équipe. En tout cas, ça en voie de devenir une jeune équipe. Là, j'ose croire que finalement, on va faire notre virage jeunesse du côté de la Nouvelle-Orléans durant la saison morte. Alors, en théorie, ça devrait être un endroit où il devrait obtenir une vraie chance. Puis, si on lui donne une vraie chance, je pense qu'Alford pourrait se tailler un poste parce qu'encore une fois, il y a des spécimens de 6 pieds, 6 pouces à la position de receveur de passe. Il n'y en a pas beaucoup. Puis juste s'il peut avoir un rôle, disons, près de la zone des buts, là, en raison de son gabarit, on l'a vu l'année passée avec les Stampeders de Calgary. Les demi-coins ne peuvent pas le courir. Il est tellement grand. Donc, on pourrait lui trouver un rôle. En tout cas, je lui souhaite la meilleure des chances. Damien est un chic type. Je vais essayer de l'avoir en entrevue au cours des prochaines semaines au podcast pour lui jaser tout ça et puis de partager ça avec les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. De rappeler aux gens, c'est sûr qu'on lui souhaite, mais de rappeler aux gens que Austin Mack, il y a quelques années, avait signé une entente avec les Falcons. Là, puis justement, on parle d'avoir de vraies chances. Austin Mack n'en avait pas reçu vraiment une. Donc, on lui souhaite vraiment que Damien Alford, l'aventure soit différente un peu que Austin Mack. Mais c'est une bonne nouvelle pour lui. Il va avoir la chance de se faire valoir, comme tu le dis. Le coordonnateur à l'attaque des Commanders, Cliff Kingsbury, ainsi que le coordonnateur de la défense, Joe Witt, ne seront pas de retour avec l'équipe. Donc, Dan Quinn devra se trouver deux nouveaux coordonnateurs. Dans le cas de Kingsbury, on dit que c'est pour rechercher de nouvelles opportunités professionnelles. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Didier? Est-ce que c'est au niveau de la NFL comme entraîneur-chef ou au niveau universitaire, peut-être même? Ouais, écoute, moi, je crois que Kingsbury, en tant qu'entraîneur-chef, au niveau universitaire, là, il pourrait connaître du succès. Plus, il a déjà été entraîneur-chef au niveau universitaire, mais il m'a l'air d'être plus ce genre de coach-là. Peut-être que je me trompe, mais le travail qu'il a fait avec Jayden Daniels, surtout l'année dernière,
ça a été phénoménal. Là, Daniels, lui, il est vraiment pas content là, de la décision des Commanders de divorcer avec Cliff Kingsbury. D'ailleurs, il a fait part de son mécontentement à la direction des Commanders. Mais c'est une question de philosophie. Là. D'après ce qui a été rapporté, on s'entendait pas là, du côté de Kingsbury et de Dan Quinn en termes de ratio passe-course au niveau de l'attaque. Donc, la philosophie de l'attaque des Commanders, c'est la raison pour laquelle on assiste à un divorce. Mais Kingsbury ne va pas rester sans emploi bien longtemps. Si il n'est pas embauché à titre de coordinateur offensif avec une autre équipe du côté de la NFL, peut-être qu'il pourrait se tourner vers les rangs du football universitaire américain, mais en raison du travail qu'il a fait avec Jayden Daniels l'année dernière, il y a une équipe de la NFL qui va l'embaucher. C'est pas comme coordinateur, peut-être même comme entraîneur-chef. Il avait été entraîneur-chef avec les Cardinals, ça n'avait pas nécessairement bien été. Il avait eu du succès au début. Là, par la suite, ça s'était gâté. Alors qu'il sait peut-être qu'il y a une équipe qui va lui donner une deuxième chance comme entraîneur-chef, mais c'est clair qu'il est un candidat tout de même intriguant, étant donné que Cliff Kingsbury est un de ces rares entraîneurs qui comprend la position de carrière, il est lui-même un ancien carrière, et qui est en mesure justement de développer des carrières. Alors ça, ça va être une histoire à suivre comme plusieurs autres au cours des prochaines semaines. Puis j'ai hâte de voir qui sera justement le nouveau coordinateur à l'attaque des Commanders de Washington afin de poursuivre le développement de Jayden Daniels qui a connu une saison difficile en raison de blessures. On avait esquissé un peu le sujet lors du podcast de lundi. Les Cowboys ont finalement congédié le coordinateur défensif Matt Eberflus. Ce sera donc un 4e coordinateur défensif en 4 ans pour l'équipe. La défense des Cowboys, Didier, 30,1 points alloués par match. C'était le 2e plus haut total dans l'histoire de l'équipe. L'autre, le plus haut total, c'était en 1960, lors de leur saison inaugurale, imagine-toi donc, où l'équipe avait terminé 0-11-1. Donc vraiment, Matt Eberflus ne faisait pas le travail et il n'a pas pu éviter le coup. Oui, historiquement, même, pas juste dans l'histoire des Cowboys, dans l'histoire de la NFL, ça a été une des pires défenses. Je me souviens bien, il y a juste 4 ou 5 équipes qui ont accordé plus de points que la défense des Cowboys lors des 25 dernières années. C'est dommage, Matt Eberflus avait été congédié l'année dernière par les Bears de Chicago lorsqu'il était entraîneur-chef. Là, il perd son emploi pour une 2e année de suite. Mais bon, les Bears lui doivent énormément d'argent. Puis là, les Cowboys aussi maintenant, à suite de son congédiement. Donc, au moins financièrement, il va être plus que correct pour les prochaines années. Mais, tu sais, j'en avais parlé lors du dernier épisode, Marc-André. On a amené Eberflus, qui, lui, joue beaucoup de zones défensivement avec ses couvertures, alors que le personnel de la tertiaire des Cowboys était plus adéquat pour jouer de la couverture homme à homme. Et lorsqu'on jouait de la couverture homme à homme, c'est là que Trevon Diggs avait connu les meilleurs moments de sa carrière. Là, on a libéré Trevon Diggs, puis là, 1-2 semaines plus tard, on congédie Matt Eberflus. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire du côté des Cowboys, qui sera le coordinateur de la défense, mais les Cowboys, la priorité durant la saison morte, c'est d'améliorer cette défense-là. Là. Je pense que c'est la chose qu'on doit faire. On a commencé à le faire avec l'acquisition de Quinnen Williams, mais il faut poursuivre dans la même veine à Dallas. On a reçu une question de Frédéric Desbiens sur Instagram qui nous dit « Salut les gars, merci pour vos analyses et conseils. J'ai compilé nos réponses aux prédictions over-under faites en début de saison. Ce fut une saison difficile. Voici nos résultats. Donc, Didier, tu as obtenu 15 bonnes réponses sur 32, moi 17. Et Frédéric en avait obtenu 14 et Patricia, sa conjointe, 17 également. Il dit que l'an dernier, nous avons tous été autour de 66% de bonnes prédictions. C'est probablement ce qu'on appelle la parité. Il termine en nous disant « Go Pats ». Merci pour le travail de moine, Frédéric, d'avoir compilé ça pour nous. C'est vraiment intéressant. Oui, on peut parler de parité cette année, là. Ouais, je trouve ça vraiment cool de la part de Frédéric. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir comptabilisé nos prédictions en termes de over-under. Pas juste cette année, mais l'année dernière également. Mais ouais, écoute, Frédéric a tout dit, je crois. Ça reflète justement la parité. Et le fait que cette saison-là, elle est bizarre. Là, en termes de prédiction, c'était pas évident à faire. On s'en est rendu compte en cours de route durant la saison, mais je trouve ça vraiment génial que Frédéric ait pris de son temps en fait de comptabiliser nos prédictions en termes de over-under. Alors, merci beaucoup, Frédéric. Puis ça va nous permettre également de jeter un coup d'œil au tableau, au résultat final du pool, Marc-André, du pool du podcast Le Sac du Quart, afin de voir qui a terminé en tête du podcast. Et ça a été quoi nos fiches? Voici le classement final. Oh! Finalement, Rick 49ers est triple égalité en tête, Marc-André. Rien de moins, regarde-moi ça.
triple égalité en tête Wow. avec Rick 49ers, JFR et Bevic. Alors, 182 bonnes prédictions. 182-89 leur fiche. Alors, il n'y a pas moyen de les départir, mais félicitations à vous trois, vraiment. Là. Les trois ont donc terminé en tête. Puis pour ce qui est de nous, t'as terminé, ça a été toi le meilleur de nous trois. 168. Bonne prédiction, 162 pour Guillaume, puis moi 161, j'ai terminé au 135e rang, mon Dieu, sur 379 participants. C'est ma fameuse semaine là, où j'avais eu la brillante idée, notamment de choisir les Titans du Tennessee. Je sais pas à quoi j'ai pensé cette semaine-là. Là. J'avais décidé qu'il allait avoir des surprises. Je m'en suis plus jamais remis. Je crois que l'année dernière, j'avais terminé dans le top 10. Là. Cette année, 93e. Donc, moi, juste me rappeler que lorsque je vais envoyer un CV pour montrer mes compétences, de juste parler de la saison 2024 et pas de celle de 2025, s'il te plaît. Ouais, on va devoir effacer de YouTube l'épisode du podcast aussi, là, pour que personne voit ça. Hey, mais merci sérieusement aux 379 personnes qui ont participé à notre pool. C'est la deuxième année qu'on le faisait. L'année dernière, il y avait une centaine de personnes, là, 379. Écoutez, là, pour la saison prochaine, là, on espère que ça va continuer de grimper. Puis on va devoir trouver un prix, je pense, pour les gens, pour les gagnants du pool. Des là, ça nous en quelque prendrait chose, 3. une casquette. Ouais, faire des t-shirts, ouais, c'est ça, ouais, trouver un prix pour les gens. Mais merci aux 379 personnes qui se sont inscrits au pool. On va revenir en force l'année prochaine, puis on va avoir un prix pour vous. Alors, félicitations à nos 3 gagnants, triple égalité. Je sais pas si ça fait leur affaire d'avoir cette triple égalité-là, ou surtout pour Rick 49ers, lors des dernières semaines, c'était lui qui était en tête. Alors, j'imagine là, qu'il devait penser que l'affaire était dans le sac. Mais il s'est fait rejoindre lors de la dernière semaine. Je vais jumeler 2 questions qui se ressemblent, en fait, qui se ressemblent et s'assemblent. Celle de Hervé qui nous écrit de la France sur courriel, qui me demande à moi une carte cachée pour le Fantasy Football la saison prochaine. Et également la question de Pierrot 38 sur YouTube, qui nous demande également est-ce que ce serait mon sleeper Fantasy pour l'année prochaine. Donc, carte cachée, sleeper, pour moi, c'est essentiellement la même chose. De Pierrot parle d'ailleurs de Michael Wilson des Cards. Par ailleurs, Didier, savais-tu que Michael Wilson, si on comptabilise la semaine 18, a terminé dans le top 10 à la position de receveur de passe en format PPR. Quand même intéressant au terme de la saison. Ah, je le crois. Je le crois, écoute, là, oui, écoute, Jacoby Brissett, là, dès qu'il est devenu le carrière, on a vu une augmentation de production de la part de Michael Wilson. Et également, tu sais, Trey McBride, là, il a connu vraiment ses meilleurs moments avec Jacoby Brissett au poste de quart. Non, Wilson, ça a été une belle trouvaille au repêchage du côté des Cardinals. Vraiment, là. D'ailleurs, il a fait la vie dure à Witherspoon, le demi-de-coin des Rams, la semaine dernière. Alors, Michael Wilson a vraiment connu une belle saison. Ça aurait pris Jacoby Brissett pour que Michael Wilson devienne Jerry Rice. C'est quand même fou. J'ai hâte de voir, par exemple, qui s'en sera l'entraîneur-chef des Cards. Dommage pour Marvin Harrison. On parle de sleeper. J'ai hâte de voir qui sera l'entraîneur-chef des Cards. Ce sera quand même un point à surveiller là, pour la production de Michael Wilson l'année prochaine. Ce ne sera pas Jonathan Gannon. Et si on parle de sleeper, de carte cachée, j'aimerais vous parler de Parker Washington. Puis je pensais que Parker Washington, c'était vraiment le remplaçant lorsque Brian Thomas était blessé. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une chimie vraiment indéniable avec Trevor Lawrence. Il a été ciblé au moins 7 fois au plus dans 7 de ses 10 derniers matchs et 9 fois au plus lors de 5 de ses 10 derniers matchs. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que Parker Washington, c'est quand même une cible de choix. Il est, si vous voulez mon avis, là, il est peut-être devant Brian Thomas. Il a terminé l'année en force, 2 touchés en 3 matchs pour conclure l'année. Et on peut se poser la question si les jours de Brian Thomas sont comptés à Jacksonville. Je sais qu'il est sur son contrat de recrue, mais c'est difficile parfois d'échanger ces affaires-là. Il peut se passer bien des choses dans la saison morte, mais j'ai l'impression que Brian Thomas serait peut-être sur le marché du côté des Jags. L'année prochaine, on va avoir Travis Hunter qui va revenir au jeu également. On va avec Parker Washington. On a vu également son utilité sur les unités de retour de beauté. C'est un joueur explosif, Parker Washington. Si on parle de Washington, on parle de Travis Hunter, on parle de Jacoby Myers. Je veux dire, Brian Thomas, je sais pas. Je me dis que Parker Washington, spécialement en PPR, ça pourrait être un sleeper, une belle carte cachée en 2026. On n'a pas vu grand-chose à part de Travis Hunter avant qu'il se blesse. Donc ça, je te dirais, mets les frais un peu. Parce que Hunter nous a pas prouvé qu'il peut être un bon receveur du côté de la NFL.
Puis même, on l'oublie, là, les Jaguars, après tout ce qu'ils ont donné, Marc-André, au repêchage, là, pour grimper, pouvoir repêcher Travis Hunter, sans lui, ils ont quand même accédé aux éliminatoires. Sans lui, leur attaque fonctionne à plein régime depuis l'arrivée de Jacoby Myers. Et Parker Washington, c'est tellement une bonne histoire. C'est comme tu l'as dit, il a commencé sa carrière en tant que spécialiste des retours de beauté. On lui a donné du temps de jeu en attaque, puis là, il se met en évidence. Mais il joue à la position de demi-inséré. Donc, c'est pas la même position que Brian Thomas. Et puis, dans le cas de Thomas, regarde, c'était sa deuxième année. La gang de la deuxième année. Il y a une raison pourquoi il y a cette expression-là, la gang de la deuxième année. Des fois, c'est ça, t'arrives, t'as du succès, tu penses que ça va être facile, puis là, wow, ta deuxième année, tu te rends compte, OK, les équipes se sont ajustées à moi. Donc, j'attendrais là, avant d'échanger Brian Thomas. Il est tellement talentueux, Marc-André. C'est un gros receveur. Il est extrêmement rapide. Ce sont les chances que tu vas en trouver un autre comme ça au repêchage. Alors, même Jaden Daniels, à sa deuxième année, ça a été beaucoup plus difficile que lors de son année recrue. Alors, je te dirais de mettre un peu un frein là-dessus, avant d'échanger un Brian Thomas. Mais Travis Hunter, moi, c'est lui qui m'inquiète le plus. Je vais te dire honnêtement, plus que Brian Thomas Jr. Parce que Brian Thomas, on l'a vu connaître du succès lors de son année recrue. Alors que Travis Hunter, écoute, il n'a pas vraiment été productif. Là, on continuait là, de le faire jouer demi-coin, receveur. À un moment donné, on va devoir se brancher puis lui faire jouer une position, je crois vraiment. Là. Luther Burden aussi, on a vu lorsqu'on lui remet le ballon plus souvent que ça a donné lors du dernier match. Il avait connu un match exceptionnel. Il va falloir ça aussi. On a beaucoup de bouches à nourrir du côté des Bears. Il y a des rumeurs de transactions encore là, de DJ Moore, mais il vient avec un imposant contrat jusqu'en 2029, si ma mémoire est bonne. Donc, écoute, encore là, il y a bien des choses qui peuvent se passer dans l'entre-saison. Ah. Mais Luther Burden... c'est ça, j'allais dire. Oui, vas-y. On pourra se pencher là-dessus durant la saison morte. Là. Les Bears n'ont même pas encore joué leur match éliminatoire. La même chose avec les Jaguars. Mais les gens me parlent de sleeper potentiel ou carte cachée au mois de janvier. C'est un peu... Bref, c'est ça ma réponse. C'est vrai. Spécialement en PPR. William Gonzalez via courriel. Avec la fin de saison terminée, est-ce que tu crois que les Raiders devraient aller chercher Mendoza comme premier choix pour y aller avec une autre position? Merci et Fly, Eagle Fly. Fly, Eagle Fly, mais William. Mais oui, Mendoza avec le premier choix, Didier? Ouais, j'espère que vous n'allez pas avoir le cœur brisé, toi, William, au cours du week-end, par contre. Mendoza, non. Non, non. Non, les Raiders ont trop de trous au sein de leur formation. Je pense que lors du dernier épisode, on en a parlé, toi et moi. Moi, j'irais au niveau de la ligne à l'attaque. Si on peut compléter une transaction pour descendre au rang de sélection et emmagasiner des choix repêchage. Il y a tellement trop au sein de cette formation-là du côté des Raiders. Moi, ça serait ça ma priorité. Plutôt, parce que si ça mène une carrière avec cette équipe-là, qu'est-ce que ça va donner? On a vu Geno Smith se faire tabasser semaine après semaine. Là, ça va être la même chose avec un jeune quart. Non. Puis Mendoza, personnellement, moi, je suis pas convaincu qu'il ait une carrière de concession. On va le voir là, en action vendredi soir lors de la demi-finale du football universitaire américain. Mais il est le meilleur espoir à la position de carrière. En fait, je pense même Dante Moore, qui lui va jouer jeudi soir. Le carrière d'Oregon est plus talentueux que Mendoza, selon moi, selon mon humble avis. Mais Moore est encore même plus jeune que Mendoza. Mais bref, tout ça pour dire que du côté des Raiders, afin de répondre à la question, moi, j'essaierais de recommencer la reconstruction à d'autres positions. Pour continuer sur les Raiders, j'ai envie de te poser immédiatement la question de Mathieu Labelle sur Spotify. Salut les boys, merci pour votre contenu, cette incroyable saison de podcast. On devrait continuer durant l'entre-saison, d'ailleurs, Mathieu, pour ton information, pour ton grand plaisir, j'ose espérer. Petite question au sujet des Raiders. Peut-on imaginer Brian Flores, entraîneur-chef des Raiders, avec Tom Brady comme propriétaire et un bon repêchage pour espérer un grand retour sur les rails? J'aimerais également votre opinion réelle sur Geno Smith, parlant de Mendoza. Comme quart de concession dans la NFL, il a un très bon bras et un mariage avec les Vikings serait intéressant. Merci beaucoup, les gars. Brian Flores, comme entraîneur-chef des Raiders, écoute, bon, Tom Brady le connaît, mais Brian Flores, souviens-toi là, comment ça a mal été avec Tua. Puis, bon, au bout du compte, Brian Flores avait raison. Tua n'est pas de calibre d'être en carrière de concession, malgré qu'il a le salaire de carrière de concession. Mais la façon dont il traitait Tua, qui était un jeune carrière, un carrière recrue, est-ce que tu veux vraiment Brian Flores autour de ton jeune carrière, si jamais, là, on parle pour parler, mais si jamais, Marc-André, les Raiders repêchent Mendoza,
Est-ce que tu veux vraiment Brian Flores? Il t'a montré qu'il n'avait pas la patience nécessaire pour développer un jeune quart. Donc moi, ça m'effraierait là, du côté des partisans des Raiders si jamais Brian Flores devient l'entraîneur-chef et que, en plus, on repêche Mendoza. Là. Donc ça, il y a ça. C'est pas tous les entraîneurs qui sont doués pour ça. Puis en plus de ça, Flores, son background est en attaque, est en défense. Plutôt, c'est les coordinateurs de la défense des Vikings du Minnesota. Mais je sais pas si tu as vu la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux lors des derniers jours de Ryan Fitzpatrick qui parle justement de Brian Flores. Parce qu'il était à Miami avec Flores lorsque Flores était entraîneur-chef. Il parlait de sa personnalité. Tu sais, que c'est très difficile, pas juste pour les joueurs de côtoyer Flores, mais même pour ses adjoints. Puis que c'est rendu au point qu'à la fin, même ses adjoints ne voulaient plus travailler avec lui. Donc, tu sais, il semble qu'il a vraiment une forte personnalité. Est-ce que ça serait nécessairement un fit à Vegas? Ça reste à voir, peut-être qu'il a appris de son expérience à Miami. Mais c'est ça, Brian Flores, je l'adore comme coordinateur en défense. Comme entraîneur-chef, il y a certaines choses qu'il doit améliorer clairement. Là. Si il obtient une deuxième chance de devenir entraîneur-chef. Sébastien Lacroix via courriel. Salut les gars, merci beaucoup pour votre travail sur le podcast. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Je vous écris pour faire un petit suivi d'une question précédente. Je vous avais demandé quelle équipe invaincue après 3 semaines ne ferait pas les éliminatoires. Vous pensez qu'aucune de ces équipes ne serait éliminée et pourtant il y en a 2, Colts et Bucks. Comme quoi, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve dans la NFL. Bonne journée. Ah, écoute, les Colts, probablement que si Daniel Jones avait été encore le corps arrière toute la saison, on aurait participé aux éliminatoires. Mais oui, les Bucks, ça a passé C'est proche, par ça, exemple. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Pour les Colts. Ouais, premièrement, pour les Colts, la blessure à Daniel Jones, ça a complètement dérouté la saison des Colts. Je pense que s'il était resté en santé, on aurait participé aux éliminatoires. Mais en même temps, ça reflète ce qu'on vient de parler un peu plus tôt, la parité qui règne au niveau de la NFL. Puis pour ce qui est Baker Mayfield, bon, on a parlé de la blessure à une épaule qu'il avait subie, mais le départ de Liam Cohen aussi, là. Il ne faut pas oublier, pour lui, c'était un troisième coordinateur à l'attaque pour Baker Mayfield lors des 3 dernières années. Avant ça, il y avait Dave Canales. Donc, tu sais, c'est pas évident là, lorsque tu changes de coordinateur à tous les ans. Alors, peut-être que ça aussi, c'est un impact, pas juste pour Mayfield, mais pour l'attaque au grand complet des Buccaneers, qui n'a pas été aussi performant que lors de la saison 2024. Puis je viens de me rendre compte, j'ai oublié de répondre à la deuxième question de Mathieu Labelle. Il nous en avait envoyé 2 concernant Geno Smith. Il a mis Geno Smith. Mathieu, t'as mis Geno Smith et quart de concession dans la même phrase. Oh, je peux pas endosser ça. Désolé, Mathieu, je peux pas. Geno Smith n'est pas en carrière de concession. C'est un vétéran en carrière qui, peut-être, pourrait, justement, donner des services aux Vikings l'année prochaine en tant que carrière réserviste. Parce que du côté des Vikings, c'est sûr, on va continuer avec J.J. McCarthy en tant que carrière partant. On a dépensé un choix de première ronde afin de le repêcher. Geno Smith, peut-être à Cleveland. Tu sais, encore une fois, à titre de carrière réserviste, à Shedeur Sanders, peut-être. Mais je pense que les jours de Geno Smith, puis je sais, il y a une pénurie de carrière, peut-être qu'il va se retrouver carrière partant pour une équipe, mais moi, je le verrais plus à ce stade de carrière comme carrière réserviste. Et donc, pour terminer, Edning Mark sur YouTube, grand fan de Batman, j'imagine, quelle équipe de la NFL vous a le plus surpris cette saison et à l'inverse, vous a le plus déçu, Didier? Surprise et déception. Une équipe. Rapidement. Définitivement les Patriots, pour moi. Toi, comme surprise, toi, ça serait qui ta surprise? Parce que moi, je ne voyais pas les Patriots participer aux éliminatoires dès cette année. Là. Même si je crois que Mike Vrabel est un des meilleurs entraîneurs-chefs de la NFL, je veux dire, oui, on va s'améliorer, mais terminer avec une fiche de 14-3. Il n'y a personne qui avait vu ça venir, là, je crois. Moi, je vais commencer par ma déception, tiens. Les Lions, pour moi, la plus grande déception. On les voyait des aspirants au Super Bowl. Donc, je trouve que les Lions, c'est une grande déception cette année. Et ma surprise, je restais dans la même division. Je pensais jamais que les Bears allaient terminer au 2e rang de l'association nationale et qu'on allait terminer au 1er rang de cette division-là. En fait, je les avais mis derniers. Là. Si on va revoir nos épisodes d'aperçu ou d'avant-goût de la division, je pense qu'ils étaient au dernier rang, là, selon dans mon classement. Donc, je vais dire les Bears comme surprise et ma déception dans la même division, les Lions. Ouais, j'essaie de faire différent de toi, là, pour pas dire les Lions. Je suis en train de regarder là, les équipes de la NFL. Les Chiefs. Pas les Falcons. Les Falcons, j'y croyais pas. Ouais, je vais dire les Chiefs. Moi, j'avais choisi les Broncos pour terminer au premier rang de la division.
Mais de voir les Chiefs ne pas participer aux éliminatoires, ça, c'est autre chose complètement. Là, par exemple, je pensais vraiment que Kansas City allait participer aux éliminatoires. Donc, ouais, je vais dire les Chiefs. Les Bengals, ouais, les Commanders. Les Chiefs sont une déception. Peu... Non, les Bengals, tu le sais, j'ai jamais cru aux Bengals. Tu le sais, j'ai jamais cru aux Bengals une fois. Les Ravens. Mais ça, c'est pas une déception. Ça s'est déroulé exactement comme je le pensais. Les Ravens, ouais. Ouais, j'ai aimé avec les Ravens. On avait fait les séries, on avait fait des éliminatoires l'année dernière. Ouais, mais les Commanders, ça me surprend pas, parce que je m'attendais à un retour sur Terre. Tu sais, je pense que j'avais mentionné, on peut aller regarder nos publications des épisodes du podcast de l'été, mais je m'attendais à un retour sur Terre de la part des Commanders. Peut-être pas autant que ça, mais les Ravens, ça c'est la déception. Écoute, si quelqu'un nous avait dit au mois d'août que rendu au mois de janvier, John Harbaugh serait congédié, que Baltimore n'allait pas participer aux éliminatoires, il n'y a personne qui aurait cru à ça, Marc-André. Écoute, c'est pas compliqué. Didier, si tu m'avais dit au mois d'août de faire une prédiction pour les équipes au Super Bowl, je t'aurais dit potentiellement Lyon-Ravens, tu m'aurais dit c'est très plausible. Ouais, c'est ça. J'aurais dit, ben ouais, ça a du bon sens. Hey, les deux n'ont pas participé aux éliminatoires. Alors, ben ouais, voilà pour... Ouais, non, c'est ça. Ben, encore une fois, c'est une saison qui est extrêmement bizarre. Je pense que les éliminatoires également vont être bizarres. Si Jaguars se retrouvent au Super Bowl, je vais même pas broncher, je serais même pas surpris. Tout peut arriver. Il n'y a pas d'équipe dominante, autant du côté de l'américaine que de la nationale. Alors, ça va commencer samedi après-midi. J'ai bien hâte de voir ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce que cette ronde du wildcard va nous offrir. J'ai bien hâte de voir aussi. Et rappelez-vous, 5 des 10 derniers participants au Super Bowl a été classé au premier rang dans l'une des deux associations. Donc, Seahawks, Broncos. Si vous faites vos prédictions. Oh, Sam Darnold, Bo Nix. Non. Je pense pas que la tendance va se poursuivre. Je crois pas. Bon, ben écoute, Marc-André, on a fait le tour pour les gens qui ont regardé cet épisode du podcast via YouTube et pour ceux qui l'ont écouté, qui l'ont téléchargé, on vous remercie. On espère que cet épisode du podcast Sac du Cœur vous a plu. On sera de retour au début de la semaine prochaine. Là. On va décider quand est-ce qu'on va enregistrer notre épisode, afin bien sûr de réagir à cette première ronde de match de l'NFL. Mais l'épisode en théorie devrait être mis en ligne lundi. J'en ai pas encore discuté avec Marc-André, mais possiblement lundi, on va mettre ça en ligne pour vous. Alors, bon football ce week-end. Je vous souhaite de passer une très bonne première ronde d'éliminatoire. On vous reparle la semaine prochaine.